Il est 7 heures et c'est l'heure de la parenthèse sur la télévision nationale. Votre émission des vacances s'ouvre pour une nouvelle matinée de divertissement et de découverte. Aujourd'hui, nous vous embarquons pour un voyage passionnant. Préparez-vous à vivre un moment exceptionnel, à rire et surtout à apprendre, le tout dans une ambiance conviviale et dynamique. Bonjour à toutes et à tous, la parenthèse s'ouvre. Et voilà, ambiance matinale, ambiance tonique pour vous réveiller ce matin. Vous l'avez compris, ici, c'est déjà la bonne ambiance sur ce plateau. Les premiers chroniqueurs sont déjà en place. Bonjour Yasmine. Uvaïs Balogun, bonjour. Comment vous allez? Très bien. En pleine forme? Toujours, puisque vous êtes là. Ouais, je suis là. Voilà. Rodrigue, la forme? Bah ouais, la forme, et ce n'est pas parce que vous êtes là. Oui, d'accord. Pourquoi cette nuance? Cette nuance, elle est importante parce qu'il faut bien signaler que je ne suis pas comme Yasmine Damata. Oui, évidemment, vous êtes de sexe différent. Donc, il faut notifier que ça va bien au-delà du sexe. C'est très Alors, Marcel, vous allez bien? Très bien, merci. Comme un charme. Et la fraîcheur? Ça va. J'espère que vous êtes sage comme moi. Ça se gère, ça va. Contrairement à Rodrigue. Ça se gère. Qui n'est pas sage du tout. Qui est sage ici? C'est Marcel qui est sage, c'est ça? Qui est-ce qui définit la notion de sagesse? Marcel est aussi sage que moi. Sauf Rodrigue. Bon, je suis la seule femme ici. Vous savez, même le voleur pris en flagrant délit proclamera toujours son innocence. Bon, moi, je ne suis pas un voleur. Il a tout dit. Alors, chers téléspectateurs, eh bien, le programme ce matin est fait d'anecdotes, on va dire, étonnantes, de défis amusants et d'invités surprenants qui vont partager avec nous leur passion ainsi que leurs secrets. Ne ratez surtout pas cela, c'est dans Fierté 229 de ce jour. Et par ces temps de fraîcheur, eh bien, on vous donne des idées pour être classe et stylé avec des habits qui vous permettent de réguler la température corporelle et vous protègent du froid. Et dans le talk, on vous donne des idées, chers parents, pour occuper sainement vos enfants durant ces vacances et surtout leur éviter de rester toute la journée devant le petit écran ou devant les écrans. C'est donc parti pour une exploration pleine de fun et de surprises. Tout de suite, le bulletin. Alors, c'est la session, je le disais, c'est la session des malades depuis hier pour les candidats au baccalauréat 2024. Ils avaient raté les épreuves écrites au démarrage national du bac, notamment pour des raisons de santé. Ils composent depuis hier à la session dite justement des malades. Ils proviennent des séries A2, B, C, D, G et F. Au début de leurs épreuves écrites au Collège d'enseignement général Sainte-Rita, Marlène Kassa, Christelle Tongodo et Benjamin Denayon. Session normale, les candidats au bac 2024 saisissent leur chance afin de décrocher le précieux sésame. 44 candidats composent les épreuves écrites de la session des malades au CEG Sainte-Rita, l'unique centre retenu dans tout le Bénin. L'office du bac a déjà pris certaines dispositions qui nous arrangent parce que c'est des candidats particuliers. Et en dehors de la surveillance, il y a l'assistance. Nous avons deux rôles à jouer ici. Il y a la surveillance et l'assistance. Donc, on a renforcé les surveillants de salle qui doivent être là à surveiller les candidats, mais également à les assister. Toutes les dispositions ont été prises pour que dans les salles, il y ait les commodités. Donc, tout se passe plutôt bien. Un souhait, c'est que ces candidats-là fassent l'effort parce qu'ils ont été malades. Bon, maintenant, ils se portent assez bien pour qu'ils puissent aussi réussir massivement. Conformément au planning annoncé, les premières délibérations sont attendues pour le vendredi 19 juillet. À la session de remplacement, tout se gère très rapidement. Donc, en même temps que les candidats composent, il y a les correctifs qui se font. Nous avons déjà pris les épreuves et tout à l'heure, les collègues enseignants vont plancher sur ces épreuves, réaliser les correctifs. Et les corrections vont se faire au fur et à mesure. Il est à noter que la session de remplacement se termine au même moment que la session normale. Et après le baccalauréat, eh bien, il faut
commencer à réfléchir à son orientation et surtout à son projet professionnel. Choix de métier, il en était question lors d'une séance de sensibilisation à l'entrepreneuriat et à l'emploi. Derrière cette initiative, samedi dernier à Parakou, le ministre d'État Abdoulaye Biotchani face aux jeunes, rendez-vous d'opportunités pour les éclairer sur les modalités d'accès aux différents programmes d'appui à l'entrepreneuriat et à l'emploi au Bénin. Ronald Robinson et Michael Nwati pour plus de précisions. L'État parle à cœur ouvert et décline les initiatives et réformes que le gouvernement a entreprises depuis 2016 en faveur de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes. Si nous sommes capables de créer en moins de 5 ans 800 000 emplois, alors nous allons être plus ambitieux. On a évalué quel était le chemin parcouru depuis 2021. Eh bien, en 2023, on avait déjà créé 1 300 000 emplois. Donc on était déjà à l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc 2024, 2025, 2026, on sera à beaucoup plus que cela. Il ne faut pas s'asseoir et attendre que l'emploi vienne. Et ça commence par les profils. Pour le directeur général des politiques de développement, le taux de chômage au Bénin est de 2,4% et de 4,8% chez les jeunes. Le taux de sous-emploi, c'est près de 79% au niveau de la jeunesse, ce qui reste très élevé. Et c'est dans cette optique aujourd'hui que nous avions amorcé des programmes pour la transformation structurelle de notre économie. Et cette transformation structurelle passe par l'industrialisation, mais aussi ouvrir l'opportunité à des jeunes qui sont déscolarisés ou qui ont été très peu à l'école. C'est ce qu'offre par exemple le programme Azoli. En matière d'entrepreneuriat, par exemple dans l'agrobusiness, quelques-uns des 30 lycées agricoles en cours de construction vont bientôt ouvrir leurs portes. Je pense que les premiers lycées vont être ouverts fin de l'année prochaine ou plus tard. Pareil pour les lycées techniques. Il y a 7 écoles de métiers qui sont en cours de construction. Il y a des petits frères qui certains ont le bac aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas informés sont déjà en train de chercher à aller en droit, en sciences économiques et en géographie, sociologie. Demandez-leur d'aller en formation professionnelle et technique. Ils auront du travail quand ils vont finir. Les études, ça ne s'arrête jamais dans la vie. Moi, j'envisage quand je vais finir ici au gouvernement d'aller faire un doctorat en mathématiques. Avant l'intervention du ministre d'État, ces jeunes ont eu droit à une présentation sur la formation professionnelle et les opportunités d'emploi, mais également à des informations utiles au niveau des structures comme l'Agence nationale pour l'emploi, le Fonds national de développement agricole et l'Agence de développement de l'enseignement technique. Le ministre, dans sa peau de père, de frère, nous a prodigué quelques conseils. Ces conseils qui nous orientent beaucoup plus dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui va prendre un crédit de 10 millions, au lieu que tu payes 23%, le FNDA te dit non, tu payes 11% du taux d'intérêt. C'est super. Ça, on ne peut que dire merci à l'État. Cette séance d'échange avec les jeunes répond à une des doléances formulées par les populations lors des récentes redditions de comptes du gouvernement. Et le 11 juillet dernier, eh bien, c'était la journée mondiale de la population. Au cœur de cette journée, les problématiques liées à la croissance et aux dividendes démographiques, mais aussi celles de promotion des droits et du bien-être des populations. Parakou a été choisi pour abriter les manifestations officielles. Les échos avec Enoch Mpati et Michael Nwati. Le Bénin célèbre la journée mondiale de la population, une occasion solennelle de rappeler que nul ne doit être laissé en dehors des questions liées au recensement. L'idée fondamentale de la vision partagée est de mettre l'être humain au cœur de toutes les préoccupations et donc de l'élaboration des politiques et stratégies de développement. Il apparaît clairement que chacun compte dans l'édification d'une nation prospère et durable, où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Je voudrais, du haut de cette tribune, inviter les populations du Bénin et du département du Borgou en particulier à soutenir la vision du chef de l'État relative à un changement de paradigme sur la question de la population. Ainsi, il importe d'œuvrer de manière à faire de l'évolution démographique non pas un facteur d'augmentation de la vulnérabilité des communautés, mais plutôt un atout pour le développement de notre pays, d'où la nécessité d'accélérer la transition démographique. À travers cette édition 2024, les Nations Unies encouragent l'utilisation des données inclusives pour promouvoir un avenir résilient et équitable pour tous. Le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP,
interpelle tous les pays sur la nécessité non seulement de célébrer les améliorations apportées à la collecte et à l'analyse des données, mais aussi de s'interroger à savoir si notre collecte des données est sans danger pour tous. Je voudrais réitérer l'engagement du système des Nations Unies au Bénin en général et celui du Fonds des Nations Unies pour la population en particulier, de continuer à soutenir les efforts du gouvernement. Le renforcement des sources de données fiables au Bénin, notamment à travers le recensement général de la population et de l'habitat, montre un engagement crucial du gouvernement envers ses objectifs. Qui détient l'information détient le pouvoir, dit-on. En effet, les données précises et fiables sont essentielles pour des décisions efficaces et des actions pertinentes. Elles permettent de réagir rapidement, de prévenir les menaces, d'anticiper les changements et enfin de formuler et d'implémenter les politiques de développement idoines. Notre gouvernement, depuis 2016, a fait de la production des données fiables et crédibles son cheval de bataille. Cette cérémonie s'est conclue de manière positive avec la remise des dons au groupement de femmes et la visite des stands. Instant souveraineté dans cette édition. Quand un pays obtient son indépendance, il est estimé investi de sa souveraineté nationale et internationale. Quelle réalité recouvre ces concepts politiques qu'implique pour un pays la souveraineté nationale et internationale? À quelques jours du 1er août, célébration de la cession du Bénin à la souveraineté, l'internationaliste et ambassadeur Cosme Aruna nous propose un éclairage au micro de Ghislain Pouguet, William Aguia et Monique Thor. Disons qu'au niveau déjà de la souveraineté nationale, nous devenons maîtres de notre destin. Nous devenons souverains. Et cette souveraineté, nous l'avions donnée en ce temps au premier président de la République du Dahomey, aujourd'hui Bénin, Hubert Koutoukou Maga. C'est lui, quand on le voit, on ne va pas dire qu'il est le souverain, mais c'est lui qui représente, n'est-ce pas, cette souveraineté qui nous appartient, à nous, peuple dahoméen, béninois aujourd'hui. Cette souveraineté nationale, naturellement, s'accompagne de la souveraineté internationale. Eh bien, nous devenons sujets du droit international. Nous avons les mêmes droits que les autres pays qui, eux aussi, ont ce que j'appelais tantôt la souveraineté nationale. Il faut surtout dire que ça nous ouvre la porte d'entrée sur ce qu'on appelle l'échiquier international, avec des droits et des obligations. Vous retrouvez au niveau de ces droits, eh bien, le droit de siéger au niveau des Nations Unies, le droit de siéger au niveau des organisations. En ce temps, on parlait de l'OIA. En tant qu'État qui va naître, l'OIA, c'est 63. Donc, nous devenons ainsi sujets à part entière du droit international. Cet État se retrouve au niveau multilatéral comme les Nations Unies, comme l'Union africaine. Il se retrouve au niveau d'autres organisations qui vont naître. En ce temps, on parlait plus du Conseil de l'Entente. Et puis après, c'est CEDEAO, UEMOA et toutes sortes de regroupements régionaux, quel que soit le caractère. Parlant de souveraineté, l'armée est un levier clé pour l'affirmer et la défendre sur un territoire. Ces dernières années, l'armée béninoise a dû renforcer certaines de ses composantes majeures, telles l'armée de l'air. En attendant d'en voir un déploiement le 1er août prochain, Ghislain Pouguet nous ouvre une petite lucarne sur cette armée volante. Il y a quelques mois, l'armée de l'air béninoise ne pouvait pas faire décoller un seul vecteur aérien. Les quelques hélicoptères en sa possession étaient cloués au sol. La donne a changé. Le gouvernement a décidé d'acquérir du matériel pour les armées béninoises. De nombreux achats ont été effectués au profit des forces armées béninoises. Des aéronefs ont été acquis, du matériel de guerre, du matériel de vision nocturne et j'en passe. Ce sont des matériels qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un avantage décisif sur l'ennemi. L'armée de l'air a bénéficié dans cet élan d'une attention particulière. Cette année même, nous avons reçu 2 hélicoptères neufs achetés par l'État béninois et d'autres appareils, d'autres machines sont attendues
dans les semaines à venir. 3 hélicoptères flambant neufs acquis par le gouvernement béninois. Par ces acquisitions, c'est l'escadron mixte qui s'enrichit au sein d'une armée de l'air en montée en puissance. Elle aussi au sein d'une armée nationale qui s'équipe, se modernise et s'adapte aux nouvelles menaces. L'armée de l'air contribue à la défense du territoire national aux côtés de l'armée de terre, de la marine nationale et de la garde nationale. Il s'agit aussi et surtout de surveiller et de défendre l'espace aérien national, de contribuer à la défense opérationnelle du territoire, d'appuyer les autres composantes des forces de défense et de sécurité dans leur mission. Nous pouvons dire que l'escadron est en montée de puissance et nous pouvons le dire pour toute l'armée de l'air en général parce qu'entre-temps, l'escadron faisait essentiellement des missions de transport. Et avec l'arrivée de nouveaux vecteurs aériens, l'escadron aujourd'hui est capable d'exécuter des missions d'observation, de surveillance et de reconnaissance. En plus de ça, nous sommes capables d'apporter de l'appui-feu au profit de nos troupes au sol. Mais aujourd'hui, avec les vecteurs que nous avons reçus, il y en a dedans qui sont armés et sur appel de nos forces au sol, on peut arriver à délivrer du feu depuis les airs. Un appui-feu désormais possible dans l'opération Mirador par exemple. Avec ces nouveaux moyens, l'armée de l'air a sensiblement amélioré son indice de performance. Plus de 800 heures de vol de missions opérationnelles en moins de 2 ans. Un record absolu pour cette armée qui change de visage. Ce sont des heures de vol destinées aux missions de reconnaissance, aux missions de soutien logistique et aux missions d'appui direct au profit des forces terrestres en contact avec l'ennemi. Il faut noter que cette progression n'a pas été possible sans l'effort du gouvernement. Pour ce qui concerne la formation des personnels, un nouveau plan est entré en vigueur avec la ferme volonté du chef suprême des armées de renforcer les capacités opérationnelles de ces unités. L'escadron est logé à la base aérienne de Cotonou, d'où il opère sur tout le territoire national. Une des chaînes de métiers que le gouvernement entend valoriser et promouvoir, c'est le secteur de la mode béninoise. Un secteur qui a aujourd'hui le vent en poupe. Ceci grâce à une série d'initiatives visant à la développer. Au nombre de ces initiatives, le mois de juillet, mois de la mode béninoise, il est entièrement consacré à la valorisation des créations à partir du textile béninois. Et les retombées économiques ne sont pas loin. On peut le voir avec Jennifer Sakivi et Benjamin Denayon. Le secteur du textile et du coton en plein essor au Bénin a favorisé ces récentes années une importante croissance économique. Et si le coton représente plus de 40% du PIB et 80% des recettes d'exportation, l'accent est également mis sur la valorisation de tout autre type de textile produit au Bénin. Dans cette optique, le gouvernement, avec le concours des créateurs de mode béninois, a instauré depuis quelques années le mois de la mode. Son objectif, promouvoir le consommant local. Lorsque vous consommez les autres produits, en fait, vous envoyez des devises à l'extérieur. Or, quand vous consommez alors les produits locaux, vous allez alors garder vos devises localement et les réinvestir encore dans l'économie. Aujourd'hui, nous produisons vraiment des éléments de qualité. On a commencé déjà par l'exporter à l'extérieur. Je pense que c'est des signaux forts. Et pour davantage impacter tout au long de ce mois entièrement dédié à la mode béninoise, plein feu est mis sur les créations locales. Il y a beaucoup de créations qui sont sorties, qui étaient dans les casernes, je dirais. Ça permet de rendre beaucoup plus visible les productions de chacun pour pouvoir ensemble, autour d'une foi, autour d'une célébration, mettre en lumière notre savoir-faire. Donc du coup, cela permet, la visibilité et par ricochet aussi, de faire aussi du chiffre d'affaires. De plus en plus, je pense qu'il y a ce sursaut de patriotisme des Béninois qui veulent consommer béninois et qui cherchent la qualité. Le fait également que le gouvernement ait choisi depuis 2018 d'instaurer ce mois de la mode aussi contribue largement à faire valoir ce domaine-là. En ce qui concerne la non-accessibilité de certains Béninois aux créations locales, jugées parfois trop chères, les concepteurs font également des efforts de flexibilité de prix. Il faut savoir qu'il y a des stylistes qui sont beaucoup plus dans le luxe
qui sont beaucoup plus dans du sur-mesure, dans la haute couture. Il y a des stylistes, des créateurs qui sont dans le prêt-à-porter. Et celui qui fait du prêt-à-porter ne fait pas nécessairement du luxe. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller chez un styliste et si ce n'est pas du sur-mesure, si c'est du prêt-à-porter, c'est pratiquement à un prix, je ne dirais pas dérisoire, mais à un prix assez raisonnable. Acheter une tenue faite par un créateur de mode béninois veut dire qu'on soutient la coopérative qui est en train de cultiver le coton. On soutient les tisserandes qui font le coton tissé. On soutient les teinturières. C'est tout un monde qu'on soutient à travers l'achat des tenues. Quand vous prenez un artisan, il fait un effort pour produire et pour pouvoir vendre, il ne peut que vendre compte tenu de ce qu'il avait mis dedans comme alors intrant. Donc, conséquence, il va falloir que l'État aide ceux-là en amont. Une chose est de régler d'abord la disponibilité des produits de qualité. L'autre chose est de régler alors les sources d'approvisionnement, d'optimiser un peu les coûts de manière à ce qu'ils puissent vraiment s'approvisionner à un coût vraiment relativement bas et qui va leur permettre alors de réaliser des économies d'échelle et permettre alors à tout Béninois de se procurer de ça. Organisée par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, cette édition 2024 du mois de la mode au Bénin vise à optimiser la croissance des marques de mode en Afrique. Plus de motos en circulation sans plaque d'immatriculation. Tel est désormais le mot d'ordre à l'Agence nationale des transports terrestres. Le directeur général de l'ANAT a organisé dans la matinée de ce lundi une conférence de presse pour présenter les innovations induites dans la politique de dématérialisation des plaques d'immatriculation pour les véhicules à 2 et à 3 roues au Bénin. Virgile Arodeyon et Jules Akoikou nous font le point de cette conférence de presse. La dématérialisation de la demande des plaques d'immatriculation des véhicules à 2 et à 3 roues est une réponse que l'Agence nationale des transports terrestres apporte aux préoccupations des usagers quant aux lourdeurs administratives auxquelles ils étaient confrontés par le passé. Depuis maintenant 3 ans, les longues files d'attente devant les services de l'ANAT ont quasiment disparu, grâce notamment à cette politique innovante d'optimisation du processus. Nous avons mis en place un système d'immatriculation des motos à partir des concessionnaires. Actuellement, les usagers qui achètent les motos chez les concessionnaires peuvent acheter leurs motos et obtenir leurs plaques en temps réel. Ceci a été mis en place grâce à la collaboration de nos partenaires, mais aussi par le travail qui a été fait par les agents de l'ANAT. Il s'agit d'une procédure de pré-production qui permet à l'ANAT de rendre les plaques disponibles dans le système à partir des informations douanières recueillies. Donc c'est une procédure très simple. On envoie les plaques en amont au concessionnaire. Quand l'usager se présente, après avoir rempli toutes les formalités, la plaque est seulement donnée au concessionnaire suivant le numéro de châssis qui est saisi dans le système. Les usagers n'ont donc plus besoin d'attendre plusieurs mois pour retirer les plaques de leur moto. L'Agence nationale des transports terrestres fait tout ce qui est en son pouvoir pour que désormais il n'y ait plus de motos en circulation sans plaque d'immatriculation au Bénin. À ce titre, un délai de 3 mois est accordé aux usagers pour se mettre en règle en ce qui concerne les anciennes plaques non encore retirées. Passé ce délai, ces plaques seront purement et simplement détruites, prévient le directeur général de l'ANAT. Petite note santé dans cette édition, la mauvaise odeur corporelle, un mal dont souffrent certaines personnes qui souvent ne s'en rendent pas compte. Cette odeur indispose souvent l'entourage du souffrant. Quelles en sont les causes et les conséquences? Comment traiter la mauvaise odeur corporelle? Quelques éléments de réponse à travers ce reportage de Benjamin Dinayon et Françoise Insou. Ça doit être vraiment soigné parce que quand tu es avec quelqu'un et que tu sens cette odeur, vraiment ça donne envie de vomir. L'odeur corporelle est cette odeur qui caractérise chaque être humain. Elle indispose lorsqu'elle est forte et agressive. Lorsque une personne ne s'entretient pas et cette personne-là se retrouve à côté de vous, c'est vraiment désagréable. Tout dépend de la manière dont tu dis à quelqu'un qu'il a une forte odeur. Si tu le lui dis en public, il va mal réagir. L'idéal est de le lui dire en tête à tête.
Au niveau de la peau, on a ce qu'on appelle les glandes sudorales. Ce qui est atteint ici, c'est les glandes au niveau des aisselles et des parties génitales. Ces glandes-là, elles sont activées à la puberté. Et quand elles vont produire la sueur, sur la peau, on a de multiples de bactéries, des microbes, dont les bactéries. La personne qui a une mauvaise odeur corporelle va avoir beaucoup de bactéries sur sa peau par rapport à une personne normale. Et donc, quand cette sueur va se déverser sur la peau, les bactéries vont transformer cette sueur-là et produire des substances. Et c'est ces substances qui vont avoir cette forte odeur qui est désagréable. Il y a la consommation d'ail ou de l'oignon qui peut aggraver. La mauvaise hygiène corporelle également peut aggraver. Pour certaines personnes, ce mal peut être un handicap à une vie conjugale. Dans ces conditions, il sera difficile de trouver un partenaire. Voilà pourquoi certains s'embaument de parfum. Moi, je n'en mets pas parce que je ne souffre pas de mauvaise odeur corporelle. Des thérapies et astuces, il en existe pour traiter la mauvaise odeur corporelle. Nous pouvons utiliser par exemple le citron, mettre dans les aisselles quelques minutes avant de se laver. Et également, il y a ce qu'on appelle à l'un, notre sidaquin. C'est des astuces maison que nous utilisons. Il y a certaines conditions qui vont améliorer cette mauvaise odeur-là. C'est de porter des vêtements amples, en coton. Dès qu'on porte un habit, on vient, on enlève, il faut laver. Il y a des déodorants, des médicaments, il faut se laver avec un savon antiseptique. Il y a certaines injections qu'on peut faire au niveau des glandes pour pouvoir diminuer la sudation excessive. Il y a ce qu'on appelle l'ionophorèse, qui est une thérapie avec des ions. Il y a le laser également. C'est dès la puberté, quand l'enfant fait du sport, il revient, il transpire beaucoup, ça sent. L'hygiène là, c'est déjà dès le bas qu'il faut le lui inculquer pour que la mauvaise odeur ne s'installe pas. Une interpellation aux géniteurs quant à leur rôle en matière de soins corporels des enfants. Très tôt, la prise de conscience est là et meilleure est votre vie en communauté. Fin de ce bulletin d'information. Rendez-vous à 13h, 20h puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci à vous Marcel, vous restez surtout avec nous, vous ne nous quittez pas encore, vous restez avec nous pour découvrir ces jeunes humoristes. Ils sont deux et ils s'illustrent dans un genre comique, on va dire un peu exceptionnel. Ils font du rap, ils chantent, mais c'est un rap vraiment bizarre. Suivons plutôt. Si ça ouais tana. Dokure amon soja. Yeah. Amoniye soja neme. 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 Yeah, keeping up washing the amoniye soja neme. I pass in the fucking out in the game. Amoniye what's the soja neme. Mama I'm on a noogie. How I hit the scene, me should bounce in the down. I'm a hey. I'm a shit down with a cape and a soja. Instead of party, I'm a wiki. When I stand shot down, oh it's can I see us about one? I'm a study. I'm on the so gentleman. 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 Aye, so gentleman. I'm on the so gentleman. Dripping the bucket out to the bed. Dripping the bucket out of the bed. We were down with the stem. Bucket just slam in the bed. I'm on the so gentleman. Yeah. You calmos. How would tell you, right? Nigga, precious. What's him? I'm on it, so gentlemen. Hey, already. Mama, I'm on the gi. Wait, 229 has a prayer Islam. La famille. Ero di do akpondo ajire kore ça c'est amodié so gentlemen. E wa me bi do dudu ati. Let me talk benu ma son le, ni me no pe mo ko no vivre gon le. Oui. I know. Okay, thank you. C'est bon. Amodié. Vous l'avez compris, hein? Amonié, Sojaneme, on se fait notre poésie. Amonié, Sojaneme. Oui, ça c'est le 229. Je les ai déjà suivis quelques fois sur les réseaux sociaux. Je les ai découverts d'abord par WhatsApp, quelqu'un a envoyé dans un groupe, et après je suis allé sur leur page parce que effectivement, ce que j'ai suivi pour la première fois m'avait un peu intéressé.
Ben, voilà deux jeunes qui ne forcent pas. Ils ne forcent pas, vraiment. Vraiment, hein. Parce que le sujet même de leur rap, là, ils ont les beats qu'il faut. C'est un sujet à mon soviétique. Et à la limite, vous avez l'impression qu'il faut du rap américain parce que... En fait, c'est du rap américain. C'est l'interprétation là même qui me tue. C'est ça qui m'intéresse. C'est du rap américain qu'ils font. Le gars parle anglais, vous n'avez pas. Ça dépend des oreilles qui entendent. Le dialogue. Est-ce que vous avez compris? Il a parlé anglais. Ça, c'est un anglais British English. C'est compris en tout cas. Il a été formé à la même école que son traducteur. En tout cas. Ah oui. Et ça se voit. Est-ce que il n'y a que lui pour traduire ce qu'il dit. Est-ce que comme eux, Marcel, tu es en mesure de prendre la cassa même si tu ne trouves pas le Hamon Soja? Je sais pas puisqu'ils ont dit maman en Nadoukia. En fait, c'est ça qui accompagne généralement les boules d'Akassa. Bien sûr, et qui fait le repas préféré des maçons sur les chantiers. Quand on n'a pas le moyen pour s'acheter, pour se prendre de la viande ou du poisson. Du fromage même. Voilà, déjà. Il faut se contenter d'un petit morceau ou de deux petits morceaux de Hamon Soja. Non, mais la vie, c'est tout un parcours. Je suis sûr que tout le monde ici. Est-ce que vous en consommez? On a dit Marcel. Est-ce que vous en consommez? Nous sommes au Bénin. Qu'est-ce qui est faisable au Bénin? Marcel, est-ce que vous en consommez? Moi, perso, non. Hein? J'avoue, je peux dire que j'ai goûté. Mais je ne suis pas trop fan. Mais pourtant, c'est agréable. C'est un mets très populaire. Bon, populaire, d'accord. Après, le goût est relatif aussi. Mais quand c'est bien fait, bien assaisonné, c'est toujours bien. Bon, on viendra chez vous pour apprécier l'assaisonnement. Moi, je ne sais pas cuisiner. J'achète également. Il ne faut juste pas en abuser. Vous savez pas c'est du soja. C'est tout ce que je vous dis. N'est-ce pas? Ouais. Merci à vous, Marcel. On se dit à demain. À bientôt. Le temps d'installer notre fierté 229. David. Alors, Rodrigue Babagbeto, celui que vous nous présentez ce matin semble être pas inconnu des réseaux sociaux. Eh bien, vous faites bien de le dire, puisque nous voici sur la rubrique qui met plein les projecteurs sur les fiertés du Bénin, mesdames et messieurs. Bien le bonjour à vous, j'espère que le réveil aujourd'hui, vous l'avez en pleine forme. Alors nous sommes sur la rubrique qui met en lumière les fiertés du Bénin et Dieu sait combien il y en a plusieurs. Nous essaierons autant que nous pourrons sur ce plateau de présenter le maximum d'entre eux durant cette saison. Mais avant d'arriver à l'invité de ce jour, mesdames, messieurs, permettez une petite virgule hommage à une fierté 229 qui se trouve être une de vos cousines. Oui, chers téléspectateurs, l'annonce du départ de cousine Angèle pour la demeure éternelle nous a laissé endoloris depuis ce dimanche 14 juillet, ici sur la télévision qui n'est pas sans vous. Cette cousine dont la voix douce et sympathique vous donnait de ressentir de belles sensations à l'écoute. De son vrai nom, Marie-Thérèse Gomez Gonçalves, cousine Angèle était une journaliste et présentatrice de renommée qui a fait toute sa carrière à la télévision nationale mais aussi à la radio. Elle a animé plusieurs programmes dont des émissions dédiées aux enfants et c'est une ardente défenseur des droits des femmes et de la promotion de la scolarisation des filles. Plusieurs de la très jeune génération ne la connaîtront peut-être pas, mais reste quand même une grande fierté. Absolument. Pour le Bénin, pour le 229, et nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Alors, Ulvaïs Balogun, pour en revenir à présent à notre invité sur ce plateau ce matin, il aurait peut-être voulu voir cousine Angèle lors de sa première apparition sur les écrans le 30 décembre 1978. Hélas, lui, il n'a vu le jour que le 29 août 1987, une date peut-être bien loin de la première de Marie-Thérèse Gomez à la télé, mais pas pour le priver d'une des caractéristiques de cousine Angèle, car comme elle, lui aussi est ardent défenseur, pas que de la cause des femmes, et avec quoi comme arme, tenez-vous bien, un appareil photo et une dose de passion mélangée au courage. Tenez d'ailleurs, si vous connaissez les 100 plus belles photos du Bénin, vous devez être déjà tombé sur 7 dans le lot, qui sont les siennes. Il est brand ambassadeur d'une marque de bière, gagnant du 45e anniversaire du prix de la BOAD, et ses flashs éclairent un peu partout, même au-delà du territoire béninois. Son nom, David Nyora, sa position assise,
position géographique sur ce plateau actuellement. David Dianra, bonjour. Bonjour, très cher ami. Alors, merci d'être sur ce plateau. C'est un honneur d'être là. J'ai envie de dire jamais sans le chapeau. Hein, ça fait partie de l'identité. Alors, de toute façon, on ne vous en voudra pas pour cette identité culturelle que vous imprimez. Mais déjà, vous mettez les pieds à l'école pour la première fois à 8 ans. Vous obtenez le bac 15 ans après, d'un seul coup, tout comme avec le BEPC, et ceci malgré les nombreux renvois pour non-paiement de frais de scolarité. Rêveur d'une carrière en journalisme, vous atterrissez photojournaliste aujourd'hui. S'il faut coller un mot à votre parcours, lequel serait-ce? Passion. Passion. Pourquoi? Parce que c'est ce moteur-là même qui me donne la force de continuer. Vous êtes allé fouiller un peu ma vie, hein? Il faut bien le faire puisque nous sommes journalistes. Et donc, oui, c'est le mot passion qui m'a toujours guidé depuis que j'étais tout petit. Même quand les parents n'avaient pas les moyens de vraiment m'inscrire dans une vraie école de journalisme. J'ai quand même fini journaliste, aujourd'hui je suis photojournaliste parce que j'ai eu la chance en 2014 de faire une formation à Radio Univers. Et après, voilà, je cherchais vraiment un moyen de beaucoup m'exprimer. C'est la photographie qui s'est offerte à moi et je fais mon petit bonhomme de chemin. Alors, dans le grand rêve que vous aviez après le bac, puisque c'est de là que tout est parti, vous projetiez, vous, photographe. À quel moment est-ce que votre doigt se laisse-t-il embarquer dans cette nouvelle idylle avec l'obturateur? J'ai eu la chance en 2014, comme je le disais, en finissant ma formation, d'aller en stage dans une boîte de production. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les appareils photo. Il y en avait à foison et il y avait très peu de personnes pour aller sur le terrain. Et donc, on m'a dit, voilà, tu mets ça en auto, tu appuies là, le plus important, c'est que tu photographies. C'est ça. Et ça a commencé comme ça. Et quand moi, je revenais, je ne rentrais pas chez moi. Je restais à l'agence et il y avait Internet à gogo, ce qui était presque un luxe à l'époque. Et donc, je vais chercher comment l'appareil fonctionne. Donc, je n'ai pas fait d'école de photographie. J'ai tout appris sur le tas et par moi-même. Et là, on voit quelques-unes de vos images. Oui, qui ça, c'est les cascades de Tanougou. Oui, ouais. C'est ça. C'est les cascades de Tanougou parce que l'autre trait, c'est que moi, j'adore tout ce qui est culturel, artistique. Et en matière de tourisme au Bénin, on a tellement de choses à revaloriser qu'il nous faut donner beaucoup plus de chance pour aller photographier ces endroits et montrer à nos compatriotes et les inciter à leur tour à aller visiter. Mais comment est-ce qu'on en arrive à aller à tous ces endroits en même temps pour pouvoir offrir ces belles photos-là? Parce qu'il faut quand même avoir le nerf de la guerre, si je peux le dire ainsi. C'est ça, parce que le tourisme, ça coûte cher, il faut avoir l'honnêteté de le dire, mais il faut beaucoup de sacrifices. Et comme je le disais au début, c'est la passion. Et ça. Quand moi, il est arrivé des fois où je suis allé sur certains environnements comme ça, où j'avais presque rien en poche. Ouais. J'avais juste mon sac au dos avec mon appareil photo dedans et je me lançais. Et advienne que pourra. De toute façon, je vais voir des humains. Ouais. Et comme je le dis toujours, je dis, c'est pas Cotonou. Cotonou est la vitrine du Bénin, mais quand vous voulez vraiment découvrir le Bénin, il faut quitter Cotonou et aller vers ces gens. Vous allez vers ces personnes, des moments, c'est eux qui vous offrent tout, qui vous offrent où dormir, quoi manger. Ils sont tellement contents que quand vous venez leur rendre visite, ce qui n'est pas le cas à Cotonou parce que tout le monde est en train de courir partout, mais quand vous quittez un peu Cotonou et vous allez à certains endroits, vous vous rendez compte que vraiment l'humanité est encore là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'humanité à Cotonou quand même. Mais à Cotonou, c'est un peu moindre. Quoi. Parce que tout le monde, chacun court dans son sens et tout. C'est ça. Alors, lorsque je parcours un peu les différentes œuvres que vous avez à votre actif, j'ai été subjugué par l'une d'entre elles, celle d'un enfant. Un enfant Somba, si j'ai bien gardé l'indication que vous avez donnée, un enfant Somba aux yeux bleus. Moi, ça m'a subjugué littéralement. Mais pour vous, quelle œuvre pour vous est celle-là qui est l'œuvre, je vais dire, la plus fascinante? C'est justement celle-là.
Je pense qu'on doit l'avoir avec la complicité de la technique. Peut-être qu'on l'aura tout à l'heure. Mais déjà, pour moi, c'est la plus belle photo. Je l'ai eu j'ai oublié un peu l'année, sur le FACTAM, qui est un festival des arts Tamari à Boukoumbe. C'est ça. Et je suis tombé sur le jeune homme. Et pour moi, jusqu'à présent, c'est l'une des plus belles photos que j'ai eu à réaliser. Et l'autre spécificité de cet enfant-là, il avait les dents un peu très droites. C'était extraordinaire. Après, l'œuvre que les gens connaissent beaucoup de moi, c'est La Peule aux yeux d'or que j'ai eu à photographier en 2019 à la Gani. Et ça fait un peu le tour du monde, je vais dire. Et voilà, j'en suis fier. Mais pour moi, l'une des plus belles photos et le petit, en fait, que j'ai eu à photographier là, il est un peu pas bien dans la tête. Il est souffrant. Et moi, quand il m'a vu tout de suite, il s'est collé à moi. Il voulait pas me lâcher. Il m'a dit, monsieur Ahmed, qu'est-ce que vous avez? Vous avez adopté un enfant ici à Boukoumbe, vous allez repartir avec lui. Parce qu'il voulait pas me lâcher. Il me dit, tu me prends en photo. Tu me prends en photo. Voilà, donc c'est là que j'ai réalisé cette photo-là. Et voilà, mais c'est pas la plus belle, mais la plus connue, connue, c'est celle qui est La Peule aux yeux d'or. Bien sûr, celle qui vous a valu d'ailleurs justement le titre de brand ambassadeur de cette bière qu'on connaît ici. Mais comment est-ce qu'on se sent quand on a son appareil photo en main et qu'on arrive à transformer la réalité en image? On va dire, c'est un pouvoir un peu spécial. Non, c'est comme le travail que vous faites ici. Là, vous me mettez au bout du jour face au monde. Donc, c'est cette idée de dire aux gens, on n'a pas que chez nous les mouches dans la bouche ou bien on est malade et tout. Non, on a des richesses, on a des talents qu'on va montrer. Donc, à chaque fois, moi, j'ai ce besoin de montrer aux gens l'image négative qu'on a de nous en Afrique et généralement au Bénin, comme si on était des primates vivant sur des arbres. Non, c'est pas le cas. On a des talents, on est aussi intelligent qu'eux, sauf qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens, les mêmes réseaux pour pouvoir porter ça au bout du jour. C'est ça. Alors, depuis 2016, vous êtes responsable de votre propre structure de production, mais en 2021, vous serez tenté de mettre fin à tout ça. Une publication sur Facebook en ces termes: un matin, tu portes ton pendentif, une petite chaise sans rien dire à personne, car parler ne sert à rien, personne n'écoute. Alors là, un dialogue va naître entre Monsieur Suicide et vous. Absolument, 2021 a été un peu cette phase-là, parce que après 2020, le Covid étant passé par là, c'était très très compliqué de se relever, très très compliqué. Aujourd'hui, on est passé quand même à autre chose, mais à l'époque, quand c'est arrivé, c'était très très difficile à gérer. Moi, j'essayais de m'évader, parce que après le Covid, on n'a plus vraiment voyagé. Oh, moi, je suis quelqu'un, je ne reste pas... Vous n'êtes pas casanier. Ah non, pas du tout. Je ne peux pas rester dans... Ça va être compliqué pour moi. Et donc, c'était très, très compliqué. C'est-à-dire compliqué à tel point qu'on a ce besoin de vouloir parler à quelqu'un. Parce que la pression mentale, parce que ce que je raconte là derrière, des fois, c'est compliqué. Donc, cette pression est sur vous. Et généralement, quand les gens ils vous voient en compagnie d'un tel ministre faire une photo, en compagnie d'une telle autorité, où je suis sur le plateau, là, rien vous dit que dans ma poche, j'ai les billets. Et donc, quand les gens ils voient ça, la pression sociale, les gens se disent, lui, il a forcément réussi, les coups de fil par là, il faut que tu nous aides. Donc, ce côté psychologique de la chose, beaucoup et très peu de personnes prennent ça en compte. Et donc, à un moment donné, voilà, la goutte d'eau qui déborde le vase, et puis vous lâchez. Donc, c'était ce moment-là, vraiment, j'avais lâché, j'avais coupé tout téléphone et tout, et j'avais pris un chemin comme ça. En tout cas, j'ai été sauvé, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui étaient autour de moi, pour qui je comptais. Je ne savais pas que je comptais autant. Et aujourd'hui, ça fait partie un peu des moteurs qui m'aident à avancer. Aller de l'avant. Voilà. Super. Alors, récemment, pour votre anniversaire sur Facebook, vous souhaitiez de l'abondance. En avez-vous avec votre profession aujourd'hui? Pas encore. Mais ça ne tardera pas à venir, parce que ce qu'on fait, et comme M. Olvaous, et vous, mesdames et messieurs, de nous appeler à venir parler de notre travail en intervenant dans cette partie de l'émission qui est le Talent 229, c'est que ce qu'on fait est vu. C'est ça aujourd'hui notre vraie récompense. Sinon en matière, vraiment, c'est compliqué. Mais justement, à propos de ce que vous faites actuellement, vous êtes sur un projet, Moi au naturel. Absolument.
Alors, le projet Moi au naturel, parce que moi, je n'aime pas rester tranquille. Je suis toujours en train de chercher. Et donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup dans notre société, beaucoup de dépigmentation, des faux cheveux, des faux ongles. Les gens n'aiment plus se présenter au naturel. Ah, fausses fesses, voilà. Et donc, vous rencontrez une personne X. Ah bon? Il y a des fausses fesses? Ah oui, il y en a. Ah d'accord. Il y a des fausses aussi, j'imagine. Si, il y en a, bien entendu. Si, vous voyez une personne devant vous, elle est toute belle, et après, bon, vous rencontrez. Elle a des rondeurs. Et l'instant d'après, tout ça disparaît. Il dit, mais où est la personne avec qui j'étais tout à l'heure? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, non, ça, c'est pas celle que j'ai rencontrée tout à l'heure. Donc, bref, moi, je voulais, avec mon équipe, on essayait de redonner confiance à la femme parce que la femme, c'est tout. Donc, je me suis dit, je vais m'appesantir ce projet-là sur les femmes. Venez au studio, venez tel que vous êtes. Ne mettez pas de maquillage, ne venez pas avec des perruques. Si vous venez avec ça, je vous ai disqualifié. Et donc, elles sont venues avec leurs cheveux au vent, toutes naturelles. Rien, il n'y a même pas de quelque chose sur les lèvres, rien du tout. Et donc, on les fait asseoir et moi, je leur demande de prendre des pauses et on fait des photos. Alors, la suite, à la base, ça paraissait, je voulais juste l'offrir à 10 personnes, mais on est passé actuellement à près de 50 femmes qu'on a reçues. Wow. Et derrière, je leur pose des questions, je leur demande, dites-moi, qu'est-ce que ça vous dit d'être au naturel? Et elles répondent et j'accompagne ce test-là des publications que je fais tous les jours. Même aujourd'hui, je vais en faire ces dias programmés. Et derrière ça, c'est vraiment de donner confiance à ces femmes-là pour leur dire, même étant naturel, nous autres, là, nous vous apprécions comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous charger de produits, de vous dépigmenter. Vous tuez et voilà, vous allez réduire votre durée de vie sur cette terre. Autant accepter qui vous êtes par moment. Et j'ai eu des témoignages vraiment poignants, comme une qui me disait, Monsieur Anra, d'abord, elle est enseignante, son histoire m'a beaucoup touché. Elle est enseignante et elle vient se présenter à moi, elle vient avec la perruque, je lui dis, vous n'avez pas suivi les consignes, hein? Elle m'a dit, ouais, mais moi, on ne m'a jamais vu sans ma perruque, que depuis qu'elle est femme, en fait, voilà, elle dit, non, on va faire un essai, on va essayer d'enlever. Moi, je vous fais 1 ou 2 photos, vous allez regarder, si ça ne vous plaît pas, on va l'enlever. Et moi, je me dis, si une enseignante qui est appelée à éduquer nos enfants est complexée par elle-même, qu'elle pourra enseigner à nos enfants? Et quand on a fait la photo, elle était tellement contente. Et une deuxième personne qui m'a aussi marqué dans ce truc-là, c'est celle qui me disait, voilà, ils étaient 2, et c'était sa cousine, en fait, et qui était claire, chouchoutée par la famille. Et elle ressemblait beaucoup en mode garçon à son père. Et elle était la vilaine petite canard auquel je disais un peu. Ouais. Et quand j'ai fini par lui faire les photos, elle avait mis ça sur les réseaux, parce que ça passe sur les réseaux, après elle me met le relais. Quelqu'un lui a dit, est-ce que ta cousine... parce qu'elle a dit des mots un peu pas durs, mais bon, dit que c'était pas la préférée de la famille. Et tout. Les gens disent, est-ce que tu es sûr que ta cousine a lu les commentaires? Elle dit oui, elle a lu et on en a rigolé ensemble. Alors, mis à part ce projet Moi au naturel, on vous remarque aujourd'hui plus dans des vlogs aussi. Quel est le concept en fait? Alors, sachant que vous avez beaucoup de travail, nous on est quelque part là un peu pour vous aider. Aller vers des personnes qui n'ont pas forcément la chance d'être devant les médias, de leur poser des questions, je rentre dans leurs intimités, de nous parler de qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur travail, leur activité, et avec des petites vidéos de quelques minutes. Ça se passe et je découvre tous les métiers, toute activité qui, voilà. Ça explique d'ailleurs le nom Sous la lumière, je pense. Parlons lumière. Parlons lumière. Ça, c'est une autre émission qu'on a initiée en temps qui était pour les photographes parce que je voulais aussi les mettre en avant, mais bon, qu'on a arrêté parce que ça coûte un peu. Alors, David Nyanra, comment se projette-t-il? Quelles sont les projections? Quels sont les projets à venir? Comme j'ai dit, ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais de la photographie, donc j'aimerais bien... Déjà, félicitations. Merci beaucoup. J'aimerais bien faire une première exposition solo show. Pas moi-même, j'ai participé à quelques expositions collectives, mais cette année, je voudrais vraiment faire cette exposition. Et je pense que c'est le projet Moi au naturel qui sera ce projet qui sera porté à la lumière désormais. Super. Eh bien, on vous souhaite tout naturellement le meilleur dans cette carrière que vous embrassez et dans l'expansion de laquelle vous ne laissez libre cours qu'à votre passion. Merci beaucoup. Ivaïs Balogun, notre passion par ici, c'est de mettre en lumière des talents comme David Nyanra. Et de le faire voir des femmes au naturel comme Yasmine,
Même Merci. si Très il y a belle. quelques petits... bon, Petit quoi? c'est pas grave. Petit on, quoi? vous avez mis les rouges à lèvres, voilà. C'est la télé qui oblige. Hein? Bon, d'accord, ok. En tout cas, on sait que vous êtes naturel avec vos cheveux déjà. Merci, Vous êtes toujours. toute naturelle. Merci. David Niara, merci. Une question. Qu'est-ce qui fait votre fierté d'être béninois? La beauté de ce pays. Ce rapport à l'autre, et le Béninois n'est pas trop, il ne tire pas longtemps. Il se dit, non, on ne va pas aller plus loin. Ça, c'est une force pas pour nous. belliqueux, quoi. Non, pas du tout. Nous acceptons tout le monde. Et j'ai eu la chance, avec la photographie, de parcourir un peu d'autres pays. On a ce truc-là qui est, on ne tient pas beaucoup trop tiré, non. Avant que la guerre en griffe n'arrive chez nous, ça va. Faites pas non, mais on va pas gâter les choses. Ouais. Arrêtons ça et continuons. On a un beau pays, pas la peine de le gâter. David Niara, à l'instar de votre chapeau symbolique, je vais vous emmener tout à l'heure découvrir un joyau ancestral plein de sens. C'est l'un d'ailleurs des symboles d'autorité, de souverain dans l'ancien royaume du Dahomey. C'est le son d'ici. Eh bien, notre invité se met en place. Yasmine, on reçoit donc dans le son d'ici notre invité qui va nous parler justement, comme je le disais, de ce joyau ancestral. Un joyau qui est un peu comme un symbole d'autorité des souverains dans l'ancien royaume du Dahomey. Yasmine. Vous avez tout dit, Ivaïs, mais pas tout dans le sens de tout. Bonjour aux fidèles téléspectateurs. Oui, aujourd'hui, on va parler de la ricarde. Oui, cet instrument ou cet arsenal royal, ancestral, qui est utilisé aujourd'hui par bon nombre d'artistes. C'est un arsenal ou un symbole? Bon, c'est un symbole. Plutôt. Ça ne peut pas qu'être un symbole, puisque c'est déjà tenu, ce n'est pas qu'un symbole, au-delà du symbole. Okay. Mais avec il nous dira, il apportera plus de précisions dessus. Il s'appelle Berthold Rentaki, il est le directeur de l'espace Le Centre. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça, Berthold Rentaki. Alors, comment vous vous portez? Très bien, et vous? Ça va. En fait, on aurait pu avoir une ricarde sur le plateau, mais bon, oui, surtout quand on sait que le centre est spécialisé dans musée. La promotion, justement, des ricardes. On aurait aimé avoir chacun une ricarde ici. Mais mon invité a dit qu'il ne peut pas parce qu'on veut parler un peu de la royauté aujourd'hui. Vous n'êtes pas des rois ici. Ah d'accord, oui. On risque de vous confondre à ces mêmes artisans. Moi, je suis un roi chez moi. Hein. Chez vous, non, mais pas à Abomey, puisque c'est un Abomey qu'on reçoit sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas plus roi que l'Abomey. Du côté de Yoruba. Déjà, il nous dira s'il faut forcément être d'Abomey pour avoir une ricarde. On peut commencer par là. Première question, voilà. Est-ce il faut forcément être d'Abomey avant d'avoir une ricarde? D'abord, je salue le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs. Pour avoir une ricarde, il ne faudrait pas seulement être d'Abomey. Vous pouvez avoir une ricarde. Il y a plusieurs sortes de ricardes. Il y a les ricardes royales, il y a les ricardes contemporaines. Les ricardes contemporaines sont un peu comme les ricardes de parade. Vous voyez certains artistes avec des ricardes, ce sont des ricardes contemporaines. Des danseurs aussi. Des danseurs aussi. Ce sont des ricardes qui ne sont pas confectionnées par des artisans de la cour. Donc c'est un peu tombé aujourd'hui dans le domaine public. C'est ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Je pense qu'on a à l'écran quelques prototypes de ricardes. Toujours en forme de hache. Oui. Oui, c'est souvent de bois coudé. Ça a la forme d'un bois coudé. Et, si vous permettez, je vais un peu aller dans le passé pour vous dire qu'est-ce qu'une ricarde d'abord, comment la ricarde a fait son apparition dans le royaume du Dahomey. En fait, c'est lors d'une conquête. D'abord, ce sont des ouvriers du royaume. C'était au temps de Rui Badja. Qui travaillaient dans un champ et l'ennemi les a surpris. Ils étaient obligés de se défendre. Et ils n'avaient pas d'autres armes que la roue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la partie métallique et ils ont utilisé le manche de la roue pour se défendre. Depuis lors, la roue a été regardée autrement et jusqu'à ce que ça entre dans les armoiries aujourd'hui du royaume. Quand on parle d'armoirie, la ricarde est en bonne
à une très bonne position aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça que la RICAD est entrée dans le royaume du Dahomey. Et au fil des années, ça a perdu un peu son sens parce que d'abord, la RICAD, quand on envoie quelqu'un, elle représente le roi. Et on dit qui a vu la RICAD a vu le roi lui-même. Donc pas d'affront à la RICAD. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Mais lorsque par exemple, la RICAD contemporaine, la RICAD est par exemple utilisée par Ulvaeus Balogun, est-ce que cette même RICAD, quand elle se retrouverait entre les mains d'un roi, elle deviendrait automatiquement la RICAD d'un roi? Ou il faudrait un signe distinctif marqué sur cette RICAD-là pour qu'elle soit RICAD du roi? Là, vous parlez des emblèmes. En fait, une RICAD ne se confectionne pas n'importe comment. Il y a des familles qui travaillent, la famille Runtondi par exemple, les familles Djotowu, etc. Et ces artisans sont exclusivement, ils travaillent exclusivement pour le roi. Oui. Et elles ne peuvent pas fabriquer une RICAD pour autrui. On commence par là. Et il y a des RICAD dédiées pour les cérémonies. Oui. Il y a des RICAD qui sont royales. Il y a des RICAD même qui sont dédiées aux femmes des rois, surtout à la femme qui a donné naissance, non pas aux jumeaux, au prince. Voilà, quand elle fait sortir cette RICAD, elle est pratiquement vénérée. Vous avez parlé du journaliste. Il ne peut pas envoyer sa RICAD, par exemple, à la cour au roi, et le roi va dire c'est ma RICAD. Parce que, in fine, on doit voir l'emblème du roi, qui fait partie des insignes d'une RICAD. Sans l'emblème, la RICAD, pratiquement, ne pourra pas être appelée une RICAD royale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a toujours son sens dans la cour royale? Oui, ça a son sens, mais la mondialisation a enlevé un peu de l'usage qu'on en faisait. Avant, il y avait ce qu'on appelle les ricardaires. Quand le roi veut envoyer un message à un sujet, et il remet la RICAD c'est-à-dire au ricardaire ou au messager. À la vue de la RICAD, c'est toute une procédure. Comme si c'était le roi qui était là. Exactement, comme je l'ai dit tantôt, qui a vu la RICAD a vu le roi. Donc, on est obligé d'entendre le message porté par le ricardaire. Et parfois, le sujet a peur, parce qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que le roi m'envoie sa RICAD ou le ricardaire, etc. Donc, c'est autant de paramètres qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais qui avaient cours dans l'ancien royaume du Dahomey. Donc, la mondialisation aussi est un peu passée par là. Mais aujourd'hui, quand n'importe qui prend une RICAD, porte ça au cou, ça a quelle signification? Est-ce que c'est toujours prestigieux? À la vue de la RICAD, on pense forcément au prestige d'abord. Et aujourd'hui, c'est un peu à la mode, voilà, comme on a l'habitude de porter des colliers, etc. C'est pour ça qu'on parle de RICAD contemporaine, RICAD d'aujourd'hui. Voilà, ils se sont beaucoup plus inspirés de ce qui se faisait de par le passé, le respect qu'on avait à ces RICAD-là. Donc, c'est ce respect qui vient autrement aujourd'hui par le port des RICAD contemporaines. Alors, est-ce que, ou plutôt, pourquoi est-ce qu'on dit que la RICAD est un bâton de fureur? D'abord, la RICAD en fongbe signifie manpo. Littéralement traduit en français, qui veut dire la rage. La rage, ok. Et la rage, la fureur, etc. Po, bâton. Donc, manpo, ça fait bâton de rage, bâton de fureur. Donc, étymologiquement, dans le royaume du Dahomey, le manpo ou la RICAD sous-entend un peu la peur, la fureur, etc. Maintenant, nous avons
plusieurs types de récades. Je détaille un tout petit peu. Oui. Il y a des récades qui appartiennent au blue. C'est une armée qui est au service du roi. Et quand on fait sortir ces genres de récades, ça rappelle les hauts faits du royaume. Okay. Il y a des récades qui sont dédiées aux divinités. Sakwata, Refioso et autres. Et ça, c'est qui peut porter ça? Le roi non, les adeptes. Les adeptes de ces divinités-là. D'accord. Il y a des rois, à la vue, c'est pas la joie. Parce que c'est souvent détenu par le bourreau du roi. Et quand on voit cette récade, on sait que la sentence, c'est la mort. C'est la fureur du roi. C'est la mort. Le bois de la fureur, le bâton de la fureur. Mais comment est-ce qu'on arrive à distinguer alors? Est-ce que c'est seulement l'emblème qui fait qu'on distingue, par exemple, le manko de la divinité du manko qui doit servir, par exemple, à célébrer les hauts faits? D'abord, l'emblème ou les emblèmes en sont pour quelque chose. Quand vous voyez une récade, si elle est royale, essayez de chercher l'emblème. Par exemple, si vous êtes devant une récade du roi Béhanzin, essayez de voir si vous allez trouver le requin, qui est l'emblème du roi Béhanzin. Maintenant, les récades qui sont dédiées aux divinités, ces récades aussi ont des traits particuliers à ces divinités-là. C'est ça. Refioso, Sakwata et autres. Voilà. Vous ne verrez pas sur ces récades directement les insignes des rois ou les emblèmes des rois. Non. Mais les récades sont liées uniquement à la population, aux Aboméens ou d'autres régions également du Bénin portent des récades. La récade, comme je viens de l'expliquer, les bâtons de commandement, bâtons de rage ou de fureur, etc., est d'abord une appropriation du royaume de Dahomey. Maintenant, on voit des objets qui ressemblent à cette récade sous d'autres cieux. Si vous fouillez un peu, on vous dira peut-être que l'origine de la récade remonte jusqu'au Portugal. Recado, qui veut dire message ou messager. En fait, le sens premier est toujours là. La récade, c'est à transmettre un message, etc. Vous allez au Burkina à côté ou au Niger, vous verrez des bâtons qui ressemblent aux récades. Mais quand nous parlons des récades en bonne et due forme, on pense directement au royaume d'Abomey parce que les récades ont été beaucoup plus confectionnés, j'allais dire, dans ce royaume-là, à partir du roi Guézo, Glélé, etc. Il y a 2 ans également, on a reçu les trésors royaux. Il y avait également des récades dans ces objets qu'on a reçus. Et il y avait eu au centre un musée dédié à ces récades. Pourquoi donner autant de prestige à ces récades? Bon, à l'espace culturel, le centre, déjà en 2015, précisément le 6 février 2015, on faisait l'inauguration de ce lieu. Quelques mois après, le mécène Robert Valois et son épouse Jessica Valois, les deux ont décidé, de commun accord avec le collectif des Antiquaires de Saint-Germain-des-Prés, doter l'espace d'un musée unique au monde. Au départ, on l'appelait le petit musée de la récade, mais depuis février passé, ce musée a changé un peu de dénomination, est devenu le musée de la récade. Et nous avons déjà fait l'effort d'avoir le retour de ces vestiges-là. Et quand on parle de récade, nous avons parlé d'emblèmes, nous avons parlé de rois. En réalité, ça raconte l'historicité du royaume de Dahomey. Avec une récade, vous pourriez raconter toute une histoire du royaume. J'ai parlé tout à l'heure de quelques familles, Rontondi, Djotou et autres. Tout ça, toute cette histoire-là, ou ces histoires peuvent être racontées avec une seule récade. Ce qui veut dire que la récade porte un peu l'ADN de l'ancien royaume du Dahomey.
Et l'espace que je dirige aujourd'hui fait beaucoup plus l'apologie de la RECAD parce qu'une fois entré dans ce musée, vous entendrez pendant peut-être 2 heures, si vous avez le temps, l'histoire du royaume de Dahomey, en passant aussi par les Amazones. Parce que les Amazones utilisaient un objet qui ressemble un peu à la RECAD, les sabres. Agodier, moi j'aime pas trop parler d'Amazon, je préfère parler d'Agodier parce que c'est beaucoup plus identique. Est-ce qu'on assimilerait les sabres au RECAD? Il a dit qu'il lui ressemble. Non, il y a une différence. C'est pour ça que j'ai parlé de ressemblance. Ok. Voilà, il y a véritablement une différence. Maintenant, il y a des similitudes. Quand vous prenez les sables, parfois vous verrez des insignes de ces Amazones-là, ou des insignes qui rappellent un événement du royaume. Voilà. Quand vous venez au musée de la RECAD, vous verrez ces sabres-là, des agodiers. Et aussi la présence des RECAD authentiques que contemporaines. Nous, on a essayé de faire le mélange pour montrer aux visiteurs que oui, nous avons les RECAD authentiques et aussi il y a les RECAD contemporaines. Et on essaie de leur montrer un peu la différence. Par exemple, dans ce musée, il y a une RECAD confectionnée par Dominique Zingper, qu'on ne présente plus, et par beaucoup d'autres artistes qui ont voulu montrer cette facette de la contemporanéité de ces RECAD. Et quelle est la plus ancienne des RECAD? Rodrigue, on n'a plus assez de temps là. Quelle est la plus ancienne des RECAD que vous avez? Authentique surtout. Est-ce que je parlerai d'anciennes? D'abord, les RECAD ont eu beaucoup plus leur apogée à partir du roi Guézo, après Glélé, etc. Donc, si je parlerai d'ancienneté, je vais remonter à Guézo. Non, mais dans le musée actuellement, oui, c'est dans le musée actuellement. Donc, on a pour Guézo la RECAD du roi Guézo. Il y a les RECAD du roi Guézo. Merci Yasmine, merci à mon invité surtout. Salinas Berthold Nkati, merci d'être passé sur ce plateau. Eh bien, comme c'est les vacances, comme activité de vacances, peut-être faire un tour dans votre centre, ce serait intéressant. Vous recevez les vacanciers, j'imagine. Oui, les mercredis, il y a des enfants qui sont très nombreux. Les samedis aussi. On a lancé quelques activités pour les vacanciers, ceux qui aimeraient se donner à des activités socio-éducatives. Voilà. Il faudrait rappeler que la majorité de nos activités sont gratuites. Eh bien voilà, donc comme dans le talk, on va parler des activités de vacances, je trouve que c'est intéressant de mettre la lumière également sur ce genre d'activités, aller au centre, visiter, parce qu'on n'a pas vraiment la culture du musée chez nous. C'est l'occasion de donner à nos enfants cette envie de découvrir autre chose que la télévision. Encore qu'aujourd'hui, on a fait une... Oui, voilà, c'est une autre histoire qu'on a partagée avec ces jeunes aujourd'hui. Merci à vous. On va changer de visage pour ce plateau. De nouveaux chroniqueurs vont s'installer avec de nouveaux invités. Tout de suite, on change de plateau. C'est beauté, bien-être et mode. Et voilà, ils sont installés confortablement. Saint-Tiche, bonjour. Bonjour Ilvaïus. Très stylé comme hier. Merci. Hier, c'était un chapeau un peu plus large. Aujourd'hui, un élégant, peu plus court. imposant. Aujourd'hui, un peu plus sobre. D'accord, intéressant. À côté, Stanislas Oussa. Bien sûr. Linkmo, comment vous allez? Très bien. Bonjour Miss Style et Mode. Bonjour Stanislas Lemon. Comment vous allez ce matin? Très bien. Il faut qu'on aille à l'école de Saint-Tiche. Bien sûr. Qu'on aille apprendre à être aussi stylé que vous. C'est vraiment important. Alors, on va parler, en attendant de parler beauté avec vous, Saint-Tiche, on va faire un tour sur la toile, voir les petits potins, tout ce qui fait le chou gras des internautes des internautes justement sur Internet, j'allais dire. Stanislas Linkmo, on y va tout de suite avec Gossip.
Alors, le chou gras des internautes. Oui, sur Ulvaeus Balogun, rebonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans la rubrique Gossip où nous parlons justement des célébrités et des artistes confirmés ou en devenir. Ce matin, nous allons parler de 2 personnes célèbres aussi sur les réseaux sociaux. Sur Ulvaeus Balogun, connaissez-vous Alain Kenneth? Oui, l'homme de la valeur ajoutée ou l'homme qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Vous confirmez? Je n'en sais vraiment rien. En tout cas, j'ai entendu des choses sur Internet à ce propos. Bien sûr que oui. C'est un TikToker béninois. Ouais. Il était en relation avec la femme qui a sorti la valeur ajoutée, la relation amoureuse avec Yenalia, donc une TikTokeuse béninoise. Les deux se sont séparés. Il y a eu donc la rupture entre les deux amoureux. Et depuis, Alain Kenneth est devenu artiste. Extraordinaire, non? Ouais. Oui, il rappe. Je vous propose un extrait du a cappella qu'il a fait le week-end dernier à un festival à Cotonou. Et on revient. On a pu voir Alain Kenneth en train de rapper. J'ai l'impression que nos TikTokers, on va dire en griffe, nos influenceurs ont tendance à migrer vers la chanson de plus en plus. Bon, c'est une possibilité. Il y a d'autres qui pensent que c'est le Goumen qui lui a inspiré, qui lui a donné ce talent, qui a causé. Ah oui, parce que le Goumen, ça vous fait devenir philosophique. Parce Exactement, que vous commencez à avoir des pensées. Oui, je comprends, c'est possible. On va passer au sujet suivant. Bien sûr, d'une célébrité à une autre, si on peut ainsi dire. Intéressons-nous à présent à la Camerounaise Charlotte Dipanda, que vous connaissez très bien sûrement. En avril 2023, oui, la chanteuse, aujourd'hui âgée de 38 ans, s'est mise en couple avec le franco-camerounais Fernand Lopez, un professionnel d'art martial, mixte et entraîneur de MMA depuis le 21 décembre 2022. Alors, après le pompeux et somptueux mariage, notre diva, la charmante dame Charlotte Dipanda a perdu sa belle silhouette qui emportait, envoûtait tout le monde. Mais pourquoi ce changement brutal? Beaucoup se posent cette question à la chaîne de télévision nationale du Cameroun. Charlotte Dipanda avait confié ceci: je suis heureusement mariée à un coach sportif, donc là, je n'ai plus d'excuses. Je fais beaucoup de sport, a-t-elle déclaré, et j'associe à ce sport un régime alimentaire. Donc, je contrôle ce que j'ai dans l'assiette. Cette sortie n'a pas suffi. Ulvaeus Balogun pour rassurer ses fans qui sont toujours inquiets. Ces derniers trouvent Charlotte Dipanda malade, mais la diva rassure toujours en multipliant des sorties filmées, photographiées en compagnie de son charmant prince. Oui, je vais parler de Fernand Lopez afin de montrer que tout est rose au sein de son couple. Le 8 juillet dernier, la musicienne publie une photo dans laquelle elle apparaît basketball en main avec son mari. Cette photo, Charlotte Dipanda l'a légendée King na Queen, autrement dit le roi et sa reine. Toute chose pour rassurer ses fans, mais cela ne suffit pas. La toile s'est enflammée. Par la suite, Charlotte Dipanda poste cette vidéo que je vous invite à suivre. Toi qui faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà que tout est bon que t'as dans ta main. Tu vois que tout me laisse, non.
tout laisse. Voilà, ça t'a laissé faire. Tout laisse. J'ai dit tout laisse, non, tout laisse. J'ai dit ça t'a laissé faire. Tout laisse. Il faut s'interroger, hein, qu'est-ce qu'il la laisse ou qu'est-ce qu'elle laisse? Bon, moi, je ne sais pas si c'est elle qui laisse des choses, mais ce sont des choses qui la laissent. Hein. Ce qui est sûr, on a constaté qu'elle a perdu du poids et que ça jazz beaucoup sur Internet. Bien sûr. Beaucoup. Merci Stanislas pour ce tour d'horizon sur Internet. On a connu Charlotte Dipanda, très charmante, très belle, bon, elle demeure très charmante, douce. mais on va dire un peu plus... elle avait un peu plus d'embonpoint. Elle paraît fébrile maintenant. Bon, si c'est bon pour elle, tant mieux. On ne peut lui souhaiter que le meilleur. C'est ça. Oui, c'est ça. À présent, on va parler, Maud, ce qu'il faut porter en temps de fraîcheur. Vous avez remarqué, actuellement, il fait frais énormément. Et parfois, on se demande comment est-ce qu'on s'habille pour rester stylé, à la mode, tendance, malgré la fraîcheur. Mode et tendance, Saint-Ish, qu'avez-vous à me dire sur cela? Eh bien, bonjour chers téléspectateurs, vous le savez, le pullover est un vêtement incontournable dans notre garde-robe. Je vais vous informer ou vous donner quelques termes. Le terme pullover provient de la combinaison de deux mots anglais, pull qui signifie tirer et over qui signifie par-dessus. Ça veut dire, quand on fait comme ça, on tire l'habit par-dessus. Donc, c'est de là. Vulgairement, on dit souvent par-dessus. Je vais porter mon par-dessus. Oui. Ouais. Et voilà. Faisant référence ainsi à la manière dont je le disais tout à l'heure, dont on enfile ce vêtement, cette expression est utilisée bien en français qu'en anglais, malgré ses racines distinctement anglophones. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Ce matin, j'avais envie de bien m'habiller. J'avais tellement froid, mais je ne peux rien porter autre que une veste pour me protéger de cette... Ouais, mon pull en bas. Ouais. Donc, on va parler de ces formes de pullover là. Allez-y. Ça s'appelle le col roulé. Fallait me dire, j'allais me mettre également non, col roulé. T'en avais pas besoin. Donc, ceci, c'est un pull col roulé, voilà, et ça vient jusqu'au cou. Ouais. Ça vous donne un style tout en étant protégé contre la fraîcheur. Donc, vous êtes un peu bien stylé. Si vous voulez, vous pouvez vous ajouter une veste comme je l'ai faite là. Ou si vous voulez encore, je vais vous démontrer. On peut enlever la veste et on est toujours... très bien habillé. Vous lever pour nos téléspectateurs. Ah ben, si vous voulez. Pour qu'ils voient très bien comment est-ce que vous êtes bien voilà habillé. Un peu ce que ça donne à l'écran. J'ai mis un peu les baskets pour être bien à l'aise dans ma peau. Okay. Et tout ça en étant stylé. Intéressant. Donc, j'ai d'autres idées pour vous. Si vous aimez les motifs avec la complicité de la régie, il y a quelques images des pullovers à motifs imprimés avec des tissus africains et autres. Vous pouvez les mettre sur votre jean pantalon si vous êtes homme, mettre une petite chemise en bas. On peut mettre une robe également. Là, c'est le pull col V. Et on est vraiment branché aussi. Et les hommes aiment bien porter ce style de pullover. Ça, c'est le col roulé que je viens de vous montrer ce que j'ai porté à l'écran. Donc, vous avez plein d'idées pour être stylé ce matin ou même toute la saison de fraîcheur. Exactement. Pour aller au boulot. Je vais faire comme vous. Peut-être demain ou la semaine prochaine, je vais faire comme vous. Ça sera bien. Je vais sortir mon col roulé. Stanislas, vous faites pareil. Bien sûr, je vais essayer pour voir. Sinon, on va voir si on sera aussi stylé qu'elle. Voilà. Ça sera très joli sur vous. Et puis, une autre idée de bien porter son pullover et être stylé. Vous connaissez les chemises oversize, les habits oversize, les pulls oversize. C'est des habits qui vous laissent. Par contre, ceci est un peu plaqué sur moi. Les oversize, ça vous laisse. C'est ample sur vous. Ça veut dire over, ce qui dépasse votre taille. Voilà, exactement. C'est vraiment stylé. Vous pouvez les mettre une jupe piquée. Mais quand on est mince, on ne peut pas mettre des oversize. Moi, j'adore. On risque de nager dedans. Pas du tout. la question aussi, quelqu'un comme moi pouvait mettre... voilà. Bien sûr, bien évidemment. Et je vous dirais que c'est... bien joli sur les personnes de forte taille que
des personnes comme moi, un peu comme moi. Taille M, taille XL. Tout le monde peut porter des pulls oversize. Moi, j'aime beaucoup porter des chemises oversize. Des fois, ça vous dépasse, ça vous donne une genre, enfin, ça vous laisse... mais on ne nage pas dedans comme vous le dites. Comme dirait Charlotte, tout laisse. Eh bien, chers téléspectateurs, comme je le disais, on va nager dans la mode. On va apprendre beaucoup de choses cette saison sur la parenthèse. Donc, Ulvaeus, ce matin encore, j'ai encore mis mon petit chapeau, toujours pour styler mon pull. J'ai froid, je me suis bien habillée, je suis style, classe, et ça va, sans être vulgaire. Espérons que demain, vous ne veniez pas avec des gants. Pourquoi pas? C'est vraiment une idée. C'est vraiment une idée. Ça vous protège aussi contre le froid. Je voulais aussi le dire, il y a les écharpes. Oui. Les écharpes en laine, en coton, tout ce que vous voulez, qu'on enroule autour du cou. Avec une veste, ça passe, parce que ça donne un style. Et voilà, mettre les gants. Mais il ne fait pas autant frais ici que dans les pays européens. Qu'est-ce que ça va donner à l'écran? Ici, ça sera joli si tu mets les gants qu'il faut. Demain, il faut venir avec des gants, on verra ce que ça va donner. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, si vous avez froid, tout comme moi ce matin, pour venir au boulot et vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas quoi mettre pour être vraiment... en place, bien stylé, bien joli. Voilà de quoi vous habiller. Voilà merci Saint-Tiche pour ces, on va dire quoi, pour ces astuces, on va dire, ces petits conseils en termes d'habillement. Merci. C'est moi qui vous remercie. On va marcher dans vos pas. À présent, c'est l'heure du talk. On installe nos invités. On va échanger sur les activités de vacances. Comment faut-il s'organiser ou comment faut-il passer ces vacances, notamment par ces temps-ci où les enfants sont à la maison. On installe le plateau du talk. Je le disais donc, les vacances ont commencé et avec elles, le casse-tête des parents pour occuper leur enfant. Que faire pour éviter que son enfant ne soit occupé toute la journée devant les écrans? On va en parler dans le talk et avec moi en plateau, justement pour en parler, je reçois Nestor Agosset, il est promoteur du centre de loisirs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. À côté, Stéphanie Berhon-Hessi, psychologue clinicienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et celle qui est restée en plateau, c'est Madame Style Saint-Tiche-Quimpon. Elle reste en plateau pour le talk. Mais avant de démarrer les échanges, je vous invite à suivre ce reportage réalisé justement par Saint-Tiche-Quimpon. N'est pas encore prêt, donc on enclenche donc les échanges par ici. Saint-Tiche-Quimpon, en attendant que le reportage ne soit disponible et qu'on puisse revenir un peu sur cet élément, on va déjà se demander, Monsieur Agosset, Nestor Agosset, en tant que promoteur de centre de loisirs, est-ce qu'il est indispensable aujourd'hui de faire sortir les enfants vers les centres de loisirs? Durant les vacances notamment. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais, si vous permettez, vous faire la part d'une chose. D'accord, vous savez, il y a deux catégories d'enfants. Il y a des enfants qui sont issus des familles vraiment démunies et qui sont, la plupart de ces enfants-là se trouvent dans les villages, dans des milieux un peu reculés de la ville. Oui, et en plus, deuxième catégorie, nous avons des enfants qui sont nés dans des familles un peu aisées, qui ont quand même le minimum, et voilà. Mais quand on veut parler des vacances d'enfants, c'est pas souvent le même constat, non, voilà. Ouais. Donc, dans les villages ou même en ville, les enfants qui n'ont pas le minimum, qui sont issus de familles démunies, passent autrement leurs vacances. Leurs vacances, personne ne les amène dans les centres de loisirs pour aller faire une activité quelconque. Et ces enfants, les vacances pour eux, c'est l'occasion de se chercher
l'occasion d'aller faire des petits jobs, des activités lucratives qui vont leur permettre de trouver un petit peu de moyens pour pouvoir commencer la rentrée et plus tard. Et ces enfants ne sont pas laissés pour compte, ne vont pas être laissés pour compte dans nos discussions. Et il y a cette erreur-là, et quand on veut parler d'enfants, souvent on met toujours l'accent sur des enfants qui sont dans des familles aisées, qui ont un peu de moyens et tout. Bon, amener les enfants dans les centres de loisirs, comment il faut les entretenir et tout, mais nous oublions que la majeure partie des enfants, surtout au Bénin ici, se trouvent ailleurs. Alors, on va revenir sur les échanges. Je pense que l'élément dont je parlais est prêt. Nous allons suivre cet élément et revenir en plateau, débattre. Envie de vous amuser, de vous détendre? L'offre des loisirs en vacances est très vaste. Des ateliers d'art plastique, aux cours de danse, de la musique à la cuisine. Tout y est. Ici, on fait la danse classique, la danse traditionnelle, la cuisine et l'informatique. À la maison, j'aide ma grande soeur à préparer. Des fois, quand on fait salade, je laisse à râper les carottes. J'apprends de nouvelles choses. Comment préparer, comment fabriquer des bracelets, des bagues, des colliers. Un peu d'évasion aussi, en plein air. Pas mal pour le moral. En d'autres temps, il n'y avait pas de lieu de distraction. Tout ce que tu avais à faire, c'est peut-être t'amuser dans ton salon ou bien dans la cour avec les autres enfants. Je suis présentement en vacances au Bénin avec mes enfants. Il est vraiment important pour les enfants vraiment d'avoir un équilibre vraiment travail et puis épanouissement. Et ça leur permet vraiment de donner un meilleur rendu à l'école. Il y a 5 ans, Nestor a eu l'idée de créer ce centre de loisirs. Ancien pensionnaire du Conservatoire de Paris, son but est d'allier divertissement et éducation. Pour avoir une éducation complète pour l'enfant, il faut que l'enfant puisse s'évader. Il faut que l'enfant puisse participer à des activités ludiques, des activités périscolaires qui lui donnent la chance de s'exprimer. Selon les spécialistes, s'amuser est crucial dans l'équilibre psychique, surtout des enfants. D'une part, ça permet à l'enfant de se recharger parce que la pression est descendue. L'enfant va pouvoir se recharger positivement et se préparer pour l'année à venir. Se distraire, se faire de nouveaux amis et bien sûr, se forger des souvenirs. Une belle façon de passer ses vacances. Cependant, pour certains parents, le coût est prohibitif. Alors, pas question de casser la tirelire. Alors, comme vous l'avez vu sur cet élément, Saint-Tiche Quincemont était sur le terrain. J'imagine que c'est certainement dans le souci d'occuper vos bouts de chou durant ces vacances que vous avez été inspiré par ce sujet-là. Ah oui, je l'avoue que oui. Et moi, je suis d'abord une enfant dans la tête, je dirais. J'ai grandi, j'ai eu des enfants, mais je reste enfant, j'ai ce côté enfant. Et ça me donne tout le temps le souci de comment bien occuper les enfants en période scolaire comme en vacances. Et surtout en vacances parce qu'ils ont passé 9 mois à l'école à apprendre, étudier et tout ce que vous voulez. Mais ces 3 mois, on en fait quoi? Ouais. Donc c'est dans ce souci-là que je me suis dit, alors je vais réaliser ce sujet, je l'ai fait. Et ça a bien pris parce que je vous dirais qu'après avoir passé ce reportage à la télé, les gens m'appelaient, m'écrivaient, me demandaient c'est où ces centres parce que j'ai pas donné de nom. Donc c'est vraiment important pour les parents de penser à bien occuper les enfants pendant les vacances, je dirais. Alors justement, Madame Stéphanie, pourquoi est-ce qu'il est important d'occuper les enfants durant les vacances?
Merci beaucoup. Il est important d'occuper les enfants parce qu'après l'année scolaire, il faut faire baisser la pression. Donc, c'est l'occasion de permettre aux enfants de développer autres capacités, autres atouts qu'ils ont. Et les écoles, c'est plutôt la rigueur, le stress. Par contre, les vacances, c'est le plaisir, la détente, la libre expression de soi. Donc, c'est important de pouvoir permettre aux enfants de vaquer à ces activités ludiques, des activités de découverte, de plusieurs autres, que peu importe la catégorie d'enfants, catégorie socio-professionnelle de la famille, il y a des jeux qui sont destinés aux enfants qui viennent de familles modestes et il y a aussi des jeux destinés aux enfants de familles aisées. Donc, les activités de vacances permettent de travailler aussi le côté physique. Okay. Ceux qui, à la maison ou dans le quartier, lancent des petits billes, vont ramasser. Donc, c'est bouger le corps, travailler le physique aussi. Et même ceux qui sont dans les centres aussi, ils vont faire la danse, ils vont faire d'autres activités. Donc, c'est important de pouvoir faire baisser la pression, de travailler tout le corps. Mais il y a aussi des activités qui vous permettent de travailler la cohésion, la mémoire, la concentration, même si nous sommes en vacances, même s'il s'agit de jeux aussi. Alors, entre les activités de groupe et les activités individuelles, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors, les activités de groupe ont leurs avantages. Ça permet de travailler la coopération, ça permet de travailler la résolution des conflits. Ça permet aux enfants de pouvoir travailler ensemble avec d'autres personnes. Et là, ça permet à l'enfant de se socialiser. Parce qu'un enfant qui n'apprend pas à se socialiser ne va pas développer des fonctions cognitives, les fonctions sociales. Donc, ça permet de pouvoir venir à ce niveau-là. Maintenant, les activités individuelles, pendant les vacances, ce n'est pas trop enrichissant. Parce que quand c'est avec d'autres personnes, on peut développer. On apprend. On apprend. Et puis, l'échange, l'interaction est plus vivante et agréable. Sinon, si c'est seul, c'est pas vraiment la joie. On n'apprend pas beaucoup. Alors, Nestor Gosset, vous qui êtes, qui avez un centre de promotion, un centre de loisirs, quels sont, en tant que promoteur, que proposez-vous comme activité aux enfants? Bon, en tant que promoteur, d'abord, je suis le promoteur du non, on va pas appeler le conservatoire. Non, c'est pas de la publicité. Ok. On n'en fait même pas. Ok, d'accord. Du conservatoire. Et nous proposons des activités ludiques, comme les danses classiques, danses traditionnelles, danses afro, les activités de cuisine, des activités de bricolage. On fait du piano, la musique, on fait le karaté, on fait aussi du jardinage. Oui, voilà, le maraîchage. C'est différent. Et vous avez évoqué tantôt l'aspect où on a deux classes, on va dire, des enfants qui viennent, on va dire, de familles modestes. Est-ce que les activités sont prévues pour ces différentes catégories de classes sociales? Bien sûr, comme je viens de le dire, ces deux classes sont les bienvenues dans nos centres. C'est pourquoi nos activités ne sont pas à but lucratif. Nous ne prenons pas de l'argent. Simplement, les parents qui amènent leurs enfants, nous leur demandons juste un petit forfait pour régler un peu les dépenses directes de la maison. Parce qu'il faut entretenir les enfants aussi. Voilà, il faut mettre du matériel à leur disposition pour pouvoir mieux s'exprimer. Ce sont des activités de stimulation, d'intégration socio-culturelle pour l'enfant. Et ça leur permet de se découvrir, ça leur permet de faire valoir leurs talents innés. Alors, est-ce que ces activités-là intègrent l'apprentissage? Parce que je pense, Madame l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est dans les vacances qu'il faut arrêter tout apprentissage. Oui, c'est vrai. À travers les jeux, on peut apprendre également, on peut stimuler le cerveau. Est-ce que vos activités que vous proposez arrivent à pousser les enfants à stimuler leur cerveau, à vouloir créer, par exemple? Voilà, exactement. Ce sont des activités de formation adaptées à l'âge des enfants. Si nous prenons par exemple la cuisine, la cuisine que nous faisons avec les enfants, ce n'est pas vraiment la formation en cuisine comme un adulte. La pédagogie est différente.
Donc il faut, et aussi les enfants que nous recevons, je me permets de le dire, sont des enfants de 3 à 17 ans, mais regroupés en tranches d'âge. Oui, les tout petits que nous appelons les petitos ou les petitas sont à part, et même en cuisine, on sait ce qu'on peut leur montrer, et les juniors, on sait ce qu'on peut leur montrer, et les grands, c'est-à-dire les seniors, bon, on arrive après un peu de... comment dire, la pédagogie est un peu semblable à celle qu'on peut appliquer à un adulte. Et voilà, ce sont des activités de formation adaptées à ces âges-là pour permettre aux enfants de découvrir le monde réel, de s'intégrer, de s'épanouir. Oui. Alors, Madame Bermouressi, quand un enfant n'a pas d'activité spécifique, est-ce que cela a des répercussions sur sa construction personnelle? Eh oui, l'enfant sera ennuyé. Et bizarrement, c'est que quand les parents sont occupés à autre chose, ils vont facilement confier le portable, la tablette ou la télévision aux enfants. Et là, ça ne permet pas le développement du côté social, des compétences sociales de l'enfant. Soit l'enfant sera ennuyé à regarder à longueur de journée la télé, il va vouloir éteindre, passer à autre chose. Là, il retourne déranger les parents et puis les parents seront agacés. Donc, la relation parent-enfant va fausser carrément parce que le parent sera fatigué de chercher à l'occuper parce que lui, il a aussi d'autres occupations. Donc, pour réduire l'ennui, il faut forcément que les enfants soient en compagnie d'autres enfants, mais toujours sous la surveillance d'un adulte pour pouvoir aider à recadrer et à s'occuper des enfants en même temps. Alors justement, oui, Cynthia. Moi, j'ai envie tout de suite de demander, excusez-moi, de demander à la psy, ces parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants en centre de loisirs, par exemple. Vous aviez dit tantôt que ce n'est pas non plus bon que les enfants s'amusent tout seuls. Quels sont les jeux qu'on peut privilégier à la maison ou dans le quartier? Les ludos, par exemple, des cartes Oui, c'est possible. Même avec un bâton, on peut tracer des traits dans le sol et puis compter 1, 2, 3 et faire des jeux, taper les mains, sautiller. Voilà. Et si elle possède quelque chose, c'est parce qu'elle n'a pas fait les villages. C'est ça. Nous sommes nés au village, on connaît, on trace par terre, on lance et puis on Je n'ai pas fait le village. Je peux t'amener au village pour au moins une semaine. Mais un instant, je n'ai pas fait le village, mais je me rappelle que quand j'étais enfant, dans le quartier, c'est plus comme aujourd'hui où tout le monde veut que son enfant reste à la maison. On sortait, on restait dans la rue, on jouait chou, qui va m'attraper, Jacques a dit quoi, des trucs. Surtout quand il pleut. Non, mais c'était une parenthèse. J'allais vous demander, comment est-ce que vous gérez vos enfants, vous, durant ces vacances-ci? C'est vrai que vous n'êtes pas souvent à la maison, vous êtes occupé par le boulot. Après, est-ce que c'est la télévision? Est-ce que vous les sortez pour des activités? C'est vrai que je dirais les enfants d'aujourd'hui ont une tendance facile vers les écrans, mais on essaie un peu de gérer. Moi, en tant que parent, je dirais que j'essaie un peu de rester au milieu, un peu les écrans, le soir quand je rentre, parce qu'ils n'ont même pas le code de la tablette. Donc, c'est bloqué quand je ne suis pas à la maison. Et dès à 19h, dès que je rentre, maman, la tablette, elles ont ça, et elles jouent un peu avec jusqu'à 20h, 20h30 et je récupère encore. Mais non, dans la journée, j'ai pris des cahiers de vacances qu'on peut griffonner dedans. Qu'on peut colorier. Et quand mes enfants trouvent le stylo, j'ai un dernier de 2 ans, quand il prend le stylo, c'est qu'il est aux anges, il peut passer 1 heure de temps à écrire sans vous gêner. Donc, ils font ça. Pas à écrire, à faire des ratures. À faire des gribouillages. Des gribouillages, voilà. Tu lui demandes, tu fais quoi? Il te dira, j'écris. Maman, j'écris. Il est le seul à savoir ce qu'il écrit. Et à 2 ans, il connaît déjà A, B, C, D, des trucs comme ça. Mais à part ça, aussi, elles ont leurs amusements, le vélo qu'elles vont faire à la maison parce qu'elles ne sortent pas dans la rue. Donc, elles vont jouer au vélo. Et j'ai instauré les mercredis et les samedis, je les fais sortir, elles vont faire la natation parce qu'elles ne savent pas nager. Donc, c'est ces petits trucs parce que je ne suis pas là pour les envoyer. Je ne sais pas nager, moi. Moi non plus. Bon, moi, je nage à la mer.
Je ne nage pas dans la piscine, c'est trop petit ça. Moi, je vais directement à la mer. Alors, madame... On ne te croit pas une seconde. Alors, madame, les activités telles que détaillées par Cinti, est-ce que ces activités vont permettre ou peuvent permettre à un enfant de se construire et d'être créatif? Parce que l'innovation, ça fait partie de ce qu'on attend aussi de l'enfant aujourd'hui, la créativité, l'innovation. Intéressant, ça permet à l'enfant de se développer comme ça, de chercher à créer, à ajouter quelque chose de plus. Moi, je dis aller à la découverte de, même simplement à la maison avec des jouets. L'enfant peut raconter une histoire. Il peut faire semblant de vendre, d'être au supermarché ou de jouer à papa à la maison ou à maman à la maison, changer le ton. Donc, c'est développer le côté imaginaire, l'imagination de l'enfant. Ça protège l'enfant quelque part et ça lui permet de nourrir aussi son ambition. Qu'est-ce que tu veux devenir? Il faut commencer par là. Là, ça permet à l'enfant de pouvoir s'exprimer, de découvrir ses talents cachés, de quoi il est capable, que ce soit la musique, que ce soit le vélo, peu importe l'activité qu'on propose à l'enfant. Du moment où il est dans le déplacement, le corps est en mouvement, le cerveau aussi travaille et puis il se pose des questions, il est interpellé, il veut expérimenter, il essaie encore et il voit jusqu'à ce qu'il s'habitue à. Même l'enfant qui fait des gribouillages, ça lui permet d'acquérir des mouvements fins dans les bras et progressivement, ça envoie les signaux dans le cerveau. Travailler la mémoire et ça peut aussi développer à partir de là quel type de mémoire que l'enfant va développer. Certains, c'est juste en lisant. Ils captent ou en écoutant une fois le cours et puis ils retiennent. D'autres, il suffit de copier le cours de bout en bout et puis c'est fini. Ils ont retenu une fois pour de bon. Donc, ces activités permettent de développer des capacités cognitives, de développer la curiosité et de développer aussi la créativité. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, s'il vous plaît. J'ai envie de demander, puisqu'on parle de vacances d'enfants, outre ces centres de loisirs, comme je l'ai dit, et outre ce que moi, je propose aux enfants à la maison, est-ce que ces parents qui emmènent les enfants au marché vendre avec eux, parce que c'est les vacances, pardon, ces parents-là, les mamans profitent pour dire « viens, on va au marché, Minaï Sanou, viens, le papa, ce que je fais avec moi, viens voir ce que c'est. » Est-ce que c'est une manière, par exemple, de passer aussi de belles vacances, des vacances saines? Eh oui, parce qu'on amène comme ça l'enfant à développer le sens de responsabilité et partager les responsabilités de la famille, apporter un soutien. Alors, on peut penser que c'est déjà trop fort demander à un enfant de travailler, mais non. Parce que la classe, on apprend autre chose. Par contre, au marché, on va à la découverte d'autre chose. L'enfant, on lui demande, fais ci, on lui donne des ordres pratiques qu'il peut faire. Mais en dehors de ça, il va découvrir d'autres personnes, il va rencontrer d'autres personnes, il va parler avec d'autres personnes. Donc ça ne sera pas assis, écrit, debout, assis, écrit. Mais ça serait autre consigne qu'on lui donne et l'enfant peut poser des questions. Par exemple, l'enfant qui va travailler avec sa maman au marché, on dit, bon, si ça se passe bien, j'ai tel cadeau à te faire ou en fin de vacances, on peut t'offrir telle chose. Et en même temps, tu commences à économiser. Voilà, donc ça permet à l'enfant d'investir et d'innover quelque part. Que tu gagnes durant les vacances, on va t'acheter le kaki ou on va t'acheter un nouveau sac. Et là, ça pousse l'enfant à se donner également. Voilà. Que ça soit dans un métier aussi, l'enfant va commencer à comprendre petit à petit, voilà, quel type de métier son père fait ou sa mère fait. Alors Nestor Agosset, comment est-ce que vous vous assurez d'assurer, je me permets un peu cette autonomie, la sécurité des enfants quand ils sont dans votre centre de loisirs? Est-ce qu'il y a des dispositions en termes de sécurité, de bien-être? Non, oui, il y a des dispositions que nous mettons en place. Et d'abord, ça part des parents. Et les parents qui amènent leurs enfants au centre ont des consignes. C'est-à-dire, papa ne peut pas déposer et maman viendra chercher. Si c'est papa qui a déposé, c'est papa. Sauf si nous connaissons papa et maman. Ok. Si nous connaissons papa et maman, papa peut déposer le soir, maman viendra chercher. Mais on ne peut pas avoir un zème ou même si c'est, comment dire, une compagnie une amie, de venir chercher l'enfant et puis on va remettre. Pas du tout. Et le centre est toujours fermé. Il y a des agents de sécurité qui sont à l'extérieur pour le filtrage. Voyez? Donc, chaque enfant qui sort,
on sait qui est venu chercher qui. Okay, c'est ça. Donc, parce que et depuis des années, on n'a jamais un problème de sécurité. De sécurité avec je le dis pas pour dire que nous sommes forts, mais c'est Dieu qui nous protège. Quand nous sommes avec les enfants, nous faisons ce que nous pouvons, mais il y a la main de Dieu qui nous protège. C'est important de prendre cette disposition parce qu'après, quand un parent laisse son enfant toute la journée, il veut pouvoir avoir le cœur tranquille. Oui, voilà. Alors, votre centre, c'est ouvert du matin au soir, c'est ça? Oui, nous travaillons. On dépose les enfants le matin? Oui, bon, d'abord, nos activités commencent à 8h, on finit à 14h. Okay. Et les parents peuvent venir chercher les enfants à 14h. Mais nous avons aussi des parents qui travaillent en ville, qui finissent au-delà de 14h, bon, 17h, 18h, voire même 19h. Et ils peuvent venir chercher les enfants. Okay. Avec ceux qui vont rester jusqu'au soir, nous avons d'autres activités à côté pour les occuper le temps que les parents viennent les chercher. Nous avons aussi l'internat pour des parents qui sont un peu loin et qui ne peuvent pas venir tous les jours chercher leurs enfants. Ils peuvent les inscrire à l'internat de lundi à vendredi. Déposent l'enfant le lundi matin et le vendredi soir, il vient le récupérer. Moi, j'ai un petit problème avec cette manière-là parce que je me dis si les parents ont été stressés tout le long de l'année scolaire et encore pendant les vacances, venir les matins, les déposer, c'est une contrainte en plus. Tout dépend de l'occupation des parents aussi. Bon. Oui. Pour nous autres, quand on doit se réveiller à 4 heures, vous imaginez, vous réveillez à 4 heures, c'est peut-être, je ne sais pas, à 20 heures, 21 heures que vous rentrez à la maison. Donc, ce serait bien de déposer les enfants quelque part et d'être sûr qu'au moins les enfants ne vont pas gâter tout ce que vous avez à la maison aussi. Parce que quand ils sont là, ils courent dans tous les sens, vous voyez un peu. Merci beaucoup à vous, Saint-Tige Quintemont, ainsi qu'à vos invités. Nestor Agosset, promoteur du centre de loisirs, c'est bien ça. Oui. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Stéphanie Benhouessi. Benhouessi. Ok. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes psychologue clinicienne. Merci pour vos précisions, c'était important. C'est ça. Eh bien, je pense que je vais passer vous voir, M. Agosset, pour inscrire les enfants. Mes amis. Oui. Nous sommes tous des amis. C'est ça. À présent, on va installer le quiz. Et pour le quiz, je vais inviter sur ce plateau, Saint-Tige, vous restez en place. Rodrigue Babagweto va vous rejoindre. Et qui d'autre est là? Yasmine. Yasmine n'est pas là. Ben Rodrigue, venez, on va le faire à deux. Le quiz. Rodrigue, rejoignez-moi en plateau pour le quiz. David Niaha, vous me rejoignez également sur ce plateau pour le quiz. On va faire le quiz. Je vais voir un peu votre niveau, je vais voir un peu comment est-ce que vous, quel est votre niveau de culture générale. Rodrigue, vous avez peur? Non, pas du tout. Ni un de mes frères, moi. Vous êtes sûr? Vous oubliez, j'ai du cœur. Oui, vous aviez du cœur hier. Ah non, aujourd'hui, j'en ai toujours. Vous n'en avez pas l'impression? Vous ne l'avez pas dit aujourd'hui, si vous avez du cœur. Attendez, vous voulez parler de quoi? Je n'ai pas dit quoi? Que vous aviez du cœur. Mais vous m'avez pas posé la question. Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Ouais. Il a gardé la réplique. Bravo. Ça coule de source. Ah oui, non. Bravo. Ça se voit que vous avez révisé un peu les À ce rythme, je vais exiger que vous m'appeliez Don Rodrigue. Non, on va vous appeler Ola, c'est mieux. Alors, on va faire le quiz culture générale, donc ne vous inquiétez pas, ce sont de petites questions de rien du tout, des questions, ce sont des choses que vous connaissez. On commence par la première question, toute simple. D'accord? On y va? Let's go. Quelle est la capitale de la France? Paris. Vous voyez, donc, c'est une question toute simple, voilà. C'est pour nous mettre l'eau à la bouche. Paris, donc la ville lumière qui abrite justement les Jeux Olympiques dans quelques jours. C'est du 26 juillet au 11 août et les Jeux paralympiques sont du 28 août au 8 septembre. Avec bien entendu des athlètes béninois. Ah oui, des athlètes béninois. On croise les doigts pour qu'ils nous rapportent au moins quelques médailles. Si on a la médaille d'or, ce serait intéressant.
en Très athlétisme, intéressant, ce serait- même en karaté. Ce serait une fierté pour Ouais, ce nous. serait une fierté. Ce serait une première, je ne sais pas si c'est une première. Bon, bref. Je ne vais pas me hasarder sur ce terrain, je ne sais pas si ce sera une première pour le Bénin, mais en tout cas, ce sera une première de célébrer cela, quand on sait qu'aujourd'hui, l'ambition est de révéler notre pays. Bien Donc, entendu. on souhaite beaucoup de courage à nos athlètes du côté de Paris. Deuxième question, toute simple également. Qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. Victor Hugo, voilà. Ouais, je vous pose des Bon, petites on finit questions, qui ouais. gagne là. La première question c'était qui Ben, a vous trouvé avez la bonne tous- réponse. vous avez tous donné la bonne On va le réponse. faire comme ça, attendez. Vous avez tous donné la bonne réponse. Bon, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qui va donner la première bonne réponse. D'accord. D'accord? Donc, on va Ok. le faire sur les 2 ou 3 dernières questions qui vont venir. Déjà, il faut dire que Victor Hugo a écrit, évidemment, Les Misérables. C'est le livre le plus célèbre de Victor Hugo. Bien entendu. Et incontestablement, c'est l'une des plus grandes références littéraires françaises. Un plaidoyer social dans lequel l'écrivain, connu pour ses nombreux engagements, a voulu décrire la vie des gens humbles, en C'est ça. interrogeant notamment les notions de justice sociale et de dignité. Avec Jean Valjean. Ouais. C'est important de mettre un peu la lumière sur ces personnes-là, qu'on ne voit pas toujours, qui triment au quotidien et qui méritent qu'on mette la lumière sur eux. Petite anecdote, c'est que Victor Hugo a mis près de 20 ans pour écrire Les Misérables. Ouais, ça lui a pris 20 ans. Ouais. Il a commencé à écrire, il a arrêté l'écriture, il est passé à autre chose, après il est revenu, pour finir. Et voilà. Alors, troisième question. Madame, messieurs, c'est le premier qui gagne. Hein? Troisième question. Quel est le plus long fleuve du monde? Le Nil. Le Nil, ouais. Bravo. Vous en avez dans la tête, hein? Ah oui, beaucoup. Le Nil, eh bien, est-ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a un petit désaccord qui a longtemps été entretenu au sujet du fleuve le plus long, parce que entre le fleuve Amazone et le Nil, justement, il y a eu ce désaccord. C'était estimé que l'Amazone était le fleuve le plus long et que ce n'était pas le Nil. Mais en vérité, selon le Guinness Book des records, le Nil mesure 6650 km, qui part du Kenya à la mer Méditerranée, alors que l'Amazone s'étire sur 6400 km. Vous voyez, ça se joue à quelques petits kilomètres. Donc, et c'est ce qui fait justement du Nil le fleuve le plus long du monde. Quatrième question. Rodrigue, vous avez un point. Hein? Qu'un point? Ben vous avez... Non, mais les deux premiers. les On deux- laisse tomber. Ah, on laisse Non, tomber. oui, on laisse tomber. D'accord, d'accord. Parce que là, les réponses étaient... Voilà, donc, D'accord. vous avez un point. D'accord. David, ça c'est pour vous. Hein? Quatrième question. Quel est le plus grand désert du monde? Du Sahara. Bravo. Ben oui, c'est le Sahara. Ouais. Le Sahara. On va sortir 0 d'ici, hein? Non, on n'ose pas. Bon, ce qu'on va faire, je vais te souffler la réponse. Et là, on sait tout ça. Donc, je disais, le Sahara, c'est une vaste étendue de sable et de pierre. Le Sahara est situé, principalement en Afrique du Nord. Il s'étend sur plus de 9 millions de kilomètres carrés, couvrant donc une grande partie du continent africain. Ouais. Et la dernière question. David. C'est Flo, mais parlant du village. Avant-dernière. Non, la dernière question, ce sera la dernière question. On va finir là-dessus. C'est une question, il faut être malin pour trouver la réponse. D'accord. Malin. Quel animal représente la femme? Attends, je l'ai ça. L'araignée. L'araignée, bravo. Oula. Bravo. Ah oui. Il est dangereux, lui. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est l'araignée. Ah oui, c'est l'araignée. L'araignée représente la connaissance et la féminité. Ouais. Elle personnifie la femme car elle tisse sa toile dans laquelle elle attire tout ce dont elle a besoin. Comme les femmes, quoi. C'est Ouais, ça. parce que quand vous avez des... Hein, tu vois un peu, non? Je ne vois rien. Non. Vous ne voyez rien? Je ne vois encore rien. Quand les femmes ont une visée sur vous, peu importe ce que vous Pour faites, l'avoir. elles vont vous avoir. Ça, c'est pas faux. Elle va tisser sa toile Enfin, et puis elles elle va tenteront de vous vous attirer, avoir. elle va vous attirer jusqu'à ce que vous tombiez Elles dedans. tenteront de vous avoir. Elles tenteront de vous avoir. C'est ça.
Donc, vous On n'êtes peut pas pas avoir tombé. tout le monde. Donc, vous n'êtes jamais tombé dans. On ne peut pas avoir tout le monde. Je ne parle pas forcément de moi. Ah, mais on peut pas avoir Moi, tout je le monde. parle de vous. Est-ce que vous êtes déjà tombé? Allez, on va s'arrêter là-dessus. Comment? Mais non, j'ai gagné. Non, mais il a gagné de 2 J'ai points. gagné. Il a gagné de 2 points. C'est bon, c'est bon. J'ai gagné. On va dire que C'est je suis bon. venu vous Il faut supporter. reconnaître que j'ai gagné. Oui, David est venu aussi. Absolument. Ah oui. La prochaine fois, quand David sera là, je vais lui glisser les questions en amont. Merci, Pourquoi très cher. Pourquoi on appelle ça de la triche? Non, pas du tout. Je suis foncièrement contre. Non, c'est pas de la triche. Non, le temps que je sois huilé, que je vienne à ton niveau. Huilé? Voilà. Mais non. Tu es trop fort, tu es trop fort pour lui, c'est pour ça. Trop fort, Ouais. oui, ça peut dire. Tu as- Bon, la prochaine fois, je Bon, vous il faut apprends. rappeler aux Ouais, ouais. téléspectateurs que je n'ai pas eu 0. Ouais. Non, non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes tous à égalité. Allez, merci à vous, David Niaha, merci Mauvais Rodrigue perdant. Brito. C'est un plaisir. Merci Saint-Tiche Quincemont, c'est déjà la fin de votre émission. Nous espérons que vous avez trouvé plein d'idées pour profiter donc au maximum de ces vacances au cours de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures.